Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ta demande et tu vas monter, raconter l'histoire. Donc vous connaissez déjà les règles, non? On ne mentionne pas les noms des gens, on n'indique pas les locations des gens. Il y a souvent des gens qui disent c'est bien d'indiquer pour sauver des vies, machin, mais en sauvant les vies, il ne faut pas qu'on condamne la vie de celle qui raconte ou de celui qui raconte. Rappelez-vous bien de ça. Le danger, c'est quoi? Quand on parle, par exemple, ok, il y a une maison où il y a une bailleresse qui a le serpent dans les toilettes et vous voulez qu'on indique particulièrement cette maison-là. C'est dangereux pour celle qui raconte, pour celui qui raconte. C'est seulement quand vous entrez dans une maison, on n'entre pas seulement s'installer, on met son matelas, on met tout. On fait les prières. Tu es chrétien, tu amènes ton pasteur, tu es musulman, tu amènes ton imam, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'il faut. C'est le message qu'on veut savoir ici, là. Ce n'est pas seulement de... On n'est pas là pour accuser. Ce n'est pas le tribunal ici, là. Le tribunal, où c'est quoi? On n'est pas en train de faire un procès. Parce qu'après, il va falloir les preuves. Et on n'a pas ça ici. Moi, je n'ai pas ça en tout cas. Ok? C'est pas ici qu'on fait les règlements de compte. Non. C'est pas ici. Parce que je prends un simple exemple comme ça. Vous pouvez avoir une marque de fabrication de jus qui vient ici monter pour dire que leur fabrication de jus est démoniaque, par exemple, et prononce les noms. C'est peut-être qu'une histoire va comme ça, mais ça va faire une mauvaise publicité à leur usine de fabrication de jus. Et maintenant, moi, on va m'arrêter que c'est par moi qu'on est passé. Hein? Je ne suis pas dedans. S'il vous plaît. Mentionnez pas les noms. Celui qui va mentionner, je vais faire descendre, même ça va énerver les gens. Christelle, comment tu vas? Hey, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'était quoi les bruits là? Désolée, j'étais en train d'aller dans la chambre. Ça faisait, tu marches, ça fait des bruits bizarres comme ça. Là, tu es sûr que ça va? Hello? Salut DMG, bonsoir, comment vous allez? Très bien, toi-même. Non, ça va, je me porte à merveille. D'accord. En fait, la petite histoire que je vais vous raconter, c'était comme une expérience personnelle. Donc, disons, j'étais au lycée et c'était genre, à chaque fois que je devais passer un examen, à chaque fois que je composais, là, je commençais à voir des djinns qui venaient m'attaquer, qui voulaient me dérouter, qui ne voulaient pas que j'apprenne et tout. Et moi, à la base, je sais pas. Je remercie le Seigneur pour ça. J'ai cette intelligence-là que j'ai. Dès que je suis une leçon, je la retiens. J'ai pas besoin de rentrer, réviser encore à la maison. Déjà, dès que je suis à l'école, c'est bon, c'est entré. Donc, ça a toujours été ainsi avec moi. Mais à chaque fois que je devais composer, au début, c'était quand je devais composer le BPC, je me retrouve malade, je suis possédée par des djinns, on nous fait la ruqya, en fait, c'est l'exorcisme, mais islamique. Voilà. Et quand, vous savez, à un moment, l'imam qui fait l'exorcisme, il demande au djinn, genre, vous sortez d'où? Qui vous a envoyé? Pourquoi vous êtes là? Ils répondent que c'était une tante. Je faisais des cauchemars, des rêves du genre, je suis couchée, il y a des gens en train de sucer mon sang. Je me réveillais étant toute fatiguée, toute pâle. Quand il venait, il arrêtait ma tête pour faire ses prières. Quand il avait fini, j'étais en fait fatiguée. Je voulais juste m'écrouler. J'avais super chaud, super chaud. Souvent, c'était le froid. J'avais tellement froid. Il fallait toujours une couverture après pour que ma maman me couvre juste après. Donc, après le BPC, je suis arrivée en seconde. Maintenant, en première, c'était la même histoire. Et à ma grande surprise, c'est une personne qu'on aime tellement. C'est une tante. C'est ma belle-mère, disons. C'est parce que c'est l'épouse de mon oncle paternel, oui. C'est la femme du grand frère de mon père. Et à chaque fois, c'était pareil. Et je savais pas pourquoi elle faisait ça. Mais c'est après qu'on a compris que c'était juste par jalousie. Donc, faut juste faire attention aux personnes qui sont dans vos alentours, aux personnes que vous aimez vraiment, aux personnes auxquelles vous faites confiance. Parce que j'avais même âge que sa fille. C'était genre, j'ai dû faire le BPC 2 fois, je n'ai même pas dit ça.
Le probatoire au Cameroun, voilà, je l'ai eu une fois. Et le bac aussi, j'ai dû le refaire 2 fois parce qu'à chaque fois que je devais composer, j'étais malade. Il venait, il m'arrêtait les pieds, les mains, je ne marchais plus. Et il fallait un traitement d'une semaine, 2 semaines. Et voilà, le temps de l'examen était passé. Et même quand je composais pour la deuxième fois, c'était étant malade. Il fallait que je me lève le matin, que je me oigne avec les huiles qu'il a laissées et tout avant d'arriver à l'école. Imagine, tu arrives au collège, je vote, tu dégages cette odeur bizarre de remède, tout le monde te regarde, ça attire l'attention. Toi, tu fais ça pour ta protection. Et sinon, tu vois des trucs, tu entends des gens qui t'appellent et tout. Donc, juste pour dire, il faut faire attention aux personnes qui sont aux alentours de nous. Donc, c'est juste ça, la petite histoire. Aussi, en ce temps-là, je ne m'entendais pas avec ma maman et on a donc découvert que la personne est allée chercher où on a enterré mon placenta. Il a pris mon placenta, il a fait les remèdes avec. En fait, vu que ça s'était déjà décomposé, il a pris le sable. Il a pris le sable qui se trouvait à l'endroit pour mettre ma photo, celle de ma maman, genre les... Ils ont mis les croix, ils ont mis les paroles sataniques bizarres. Genre, pourquoi on ne se sait pas, pourquoi on ne se parle plus? Et puis voilà, c'était comme ça, maman et moi, on ne se parlait pas. Je voulais pas la voir, je la haïssais. Elle également ne voulait pas me voir. Donc, juste pour vous dire de faire attention, de beaucoup prier et surtout, vos proches, méfiez-vous d'eux. Parce que cette vie, vraiment, c'est pas facile. Donc, attention aussi à où vous Merci enterrez beaucoup les pour l'histoire. placentas de vos enfants. Pour les moments, faites Merci. attention à où vous enterrez les placentas de vos mamans, de vos enfants. Autant pour moi. D'accord. Merci. Bonsoir. Papa Google. Vous m'écoutez? Ah, Oui, oui. Très bien. bonsoir, bonsoir mon frère. C'est comment? Pardon, je suis Mbo, hein. Il faut que quelqu'un m'explique un jour l'histoire des coquilles que je vois tous les jours dans les messages, dans les commentaires, le coquille. Vous avez transformé le coquille en quelque chose de sorcellerie. Vous me dites, quelqu'un me dit, C'est le je ne rituel de comprends pas. Ulrich dans les commentaires. Il a envie de prendre les gens dans la secte. Si vous allez faire, quelqu'un aura peur de manger le coquille même un jour. Je vois le coquille Non, partout. Bon, le coquille n'est pas dangereux. Ce coquille que Ulrich propose souvent là, qui est dangereux. Il a bon, fait les rituels dessus. ne gâtez pas la nourriture de mon village. Nous, les Mbo, ça c'est beau coquille. Pour nous, là, c'est sacré. Bon, je voulais vous raconter une histoire. Cette fois-ci, c'est pas. Et j'avais envie de raconter une histoire qui doit aider les gens à comprendre. Ça parle du mariage mystique. Comme tiens, on commence avec le titre pour que l'histoire soit plus sucrée. Donc, mais c'est pas mon histoire, mais c'est une histoire qui est vraie. Parce que il y a quelqu'un très proche de moi qui est en train de vivre une situation un peu pareille. Et ça m'a rappelé une histoire que je connais. Donc, c'est un monsieur, il est ghanéen et il vivait en France. Alors, vous connaissez ce genre de mariage qu'on arrange en Afrique, que les parents arrangent pour les autres. Alors, on a arrangé son mariage au Ghana et ses parents ont arrangé une femme pour lui. Et il est allé au Ghana et c'était une très belle fille. Alors, il était bien il aimait bien cette fille, elle était jolie. Alors, il a épousé cette fille au Ghana et il a amené cette fille en France avec lui. Lui, il travaillait, il avait son boulot, il avait son appartement, il était tranquille. Alors, une nuit, il est couché chez lui avec sa femme. Ils sont en train de dormir et il rêve qu'il y a la copine, parce que quand il va prendre sa femme lui présente sa famille, bon, et la copine, et une copine, sa meilleure amie. Alors, il rêve que la meilleure amie, elle est juste dans la chambre. Elle est placée devant eux et elle lui pointe du doigt en lui disant, ah, tu crois que tu vas venir prendre ma femme comme ça et tu vas l'amener en Europe et je vais rester en Afrique? Si tu ne ramènes pas ma femme, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il se réveille en sursaut, il regarde, il n'y a personne dans sa chambre. Il voit sa femme être en train de dormir. Il ne dit rien à sa femme, quoi. Il prend ça avec tranquillité. Il dit, ben, ça c'est quoi que j'ai rêvé comme ça? Alors que sa femme venait d'arriver en Europe, elle n'avait même pas encore 3 mois. Il ne fait rien, il ne dit rien, il va au boulot le matin, il revient, il dort encore la nuit prochaine.
la copine de sa femme apparaît encore, mais dans le rêve. Elle dit, ah, je t'ai dit quelque chose hier, tu es allé au boulot, tu viens, tu fais comme si ce n'est pas important. Tu sais pas que je suis marié avec la fille que tu es venu chercher là. Alors, sa femme avait vous voyez les colliers, les chaînes que les femmes mettent comment on appelle ça, au pied. Ils attachent, les femmes ont toujours certains trucs qu'elles mettent au pied là. Et ici en Europe, par moi, on dit que c'est les lesbiennes qui ont ça et tout ça. Elle dit ça, ce que tu vois là sur le pied. Lui, il voyait ça sur le pied de sa femme, il ne donnait pas de l'importance parce que beaucoup de femmes ont ça, donc lui, il regardait ça et pour lui, c'était rien. Et ce que tu vois là, c'est mon alliance, c'est moi qui ai attaché ça sur son pied. Je suis marié avec elle. C'est ma femme. Il se réveille en sursaut, il regarde alors le pied de sa femme et il voit le collier. Il ne dit rien, sa femme était en train de dormir. Le matin, avant d'aller au boulot, il demande à sa femme, qui t'a donné ce collier là, cette chaîne que tu as au pied là? Elle dit, ah, c'est ma meilleure copine que je t'ai présentée en Afrique. C'est elle qui m'avait fait cadeau. Un jour, elle m'a acheté ce truc-là. Il dit, ah, elle dit oui. Le type commence à prendre cette histoire sur lui. Il ne dit rien. Il va au boulot, il revient le soir, il dort encore. L'autre revient encore dans le rêve. Mais pour lui, le rêve était comme une réalité. C'était dans la même chambre et tout. Il dit, ah, tu as vu, tu as confirmé. Hein? Elle t'a dit, on est mariés. Ramène ma femme en Afrique, sinon c'est le cadavre de cette fille-là que tu vas ramener. Le matin, le gars est allé chercher, il a cherché des pasteurs pour qu'on prie sur la femme. Quand il est revenu du soir, du boulot, sa femme là, elle avait ouvert tout le gaz dans la maison. Donc quand elle devenait folle dans la maison. Donc l'autre là commençait à faire des choses. Il manquait juste une étincelle pour que la maison explose. Il dit que quand il a ouvert la porte, ça puait le gaz partout. Donc la femme commençait à faire des choses bizarres dans la maison. Donc l'autre était en train de manipuler cette femme pour qu'on la ramène. Et lui, il ne voulait pas ramener cette femme en Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent pour arriver en Europe. Et il disait, ah, pourquoi je vais ramener cette fille en Afrique? Je préfère qu'elle reste ici, même si on va divorcer. Il a divorcé cette femme-là. Il a pris cette femme-là, je crois qu'il était à Paris, il l'a amenée dans une autre ville de l'Europe. Il a refusé d'amener cette femme en Afrique. Il a dit à cette femme, je ne vais pas te ramener en Afrique chez ces gens. On va prier pour toi, tu vas chercher un boulot et essaye de ne pas te marier parce que c'est ce qui va déranger, mais reste en Europe et tu travailles. Il a refusé de ramener cette femme en Afrique. Mais il a fait compris pour qu'elle arrête de faire des conneries parce qu'elle faisait des conneries à la maison. Elle pouvait ouvrir l'eau, elle laisse l'eau couler dans toute la maison, elle inonde la maison, le gaz et tout ça. Alors je me suis rappelé de cette histoire parce que j'ai quelqu'un qui est très proche de moi, qui est très jeune, et je ne veux pas dire qui est cette personne parce que les gens peuvent me reconnaître à partir de ma voix. Et l'autre jour, je la vois avec un truc au pied. Et j'ai dit, ah, qui attache déjà le truc au pied comme ça? Elle me dit, oui, elle dit, ah, tu as acheté où? Elle me dit, c'est ma copine qui m'a fait cadeau. Et avant ça, j'avais vu sa copine là. Je lui ai dit, ta copine, si c'est une sorcière, parce que moi, je suis comme ça, moi, je vois une sorcière, je dis que ça, c'est une sorcière, directement. Pour moi, dès que j'ai vu sa copine, j'ai dit, ta copine là, c'est une sorcière. Elle me dit, ah, comment? J'ai dit que ta copine là, c'est une sorcière. Moi, je vois ça direct. Donc, elle m'a dit, ah, c'est ma copine là, je suis parti chez elle. Elle m'a fait cadeau de ça que j'ai au pied là. Il dit, ah oui, c'est elle qui t'a donné ça. Il dit oui. Et c'est toi-même qui a attaché ça ou c'est elle? Elle me dit, c'est elle. Je dis, l'histoire c'est grave. Donc c'est elle qui a attaché. Parce que l'alliance c'est comme ça. Hein. Parce que je vais dire aux gens, les alliances là, il y a quelqu'un qui venait de parler du cordon ombilical. Le cordon ombilical c'est une alliance. Et le baptême c'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Le cordon ombilical c'est avec nos parents. Et l'alliance que ton mari te met au doigt, ça casse l'alliance que tu as déjà avec tes parents. Si quelqu'un vient te mettre l'alliance au pied, ça peut même casser ton mariage. Donc, tu peux être comme ça, les gens te mettent les alliances, ils attachent les choses sur toi, tout ça. Donc, j'ai dit, mais pourquoi quelqu'un te fait cadeau? J'ai demandé à la jeune personne là, l'autre jour, quelqu'un te fait cadeau d'un collier pour le pied et pourquoi c'est la personne qui attache ça sur ton pied? Pourquoi toi-même tu n'as pas attaché? Elle dit, ah, parce que j'ai essayé d'attacher, ça ne donnait pas, donc la personne m'a aidé à attacher. Il dit, ah,
Donc, la personne a manipulé ça pour que toi-même, tu ne puisses pas attacher, pour que c'est eux qui viennent mettre l'alliance sur ton pied. Moi, j'ai dit à la personne directement, je t'avais dit que la personne là, c'est une sorcière, ton ami là. Elle te met déjà l'alliance au pied. Ah, tu sais que, bon, les gens ne prennent pas les autres au sérieux. Donc, c'était pour dire, c'est un conseil pour dire aux gens, les cadeaux qu'on nous donne, les bagues, les bracelets, les alliances, les colliers aux pieds, s'il vous plaît, surtout les filles, même si c'est ta copine qui te donne, faites très, très attention. C'était l'histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était juste pour vous instruire et si ça vous a plu. Bonsoir, famille DMG. Voilà, c'est mieux. Bonsoir. Vous m'attendez? D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. C'est bien pensé. Alors, moi, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est l'histoire de ma tante, la sœur de ma maman, la petite sœur de ma maman. Alors, les faits se passent en 2015. En 2015, ma maman et sa sœur décident d'aller au village pour rendre visite aux parents. Voilà. Et au moment opportun, je crois à 2 jours du voyage, ma maman décide de ne plus partir parce qu'il y a mon grand frère qui ne se sentait pas bien. Et donc, ma tante décide de partir. Il faut dire que ma tante et ma maman ont une amie en commun qui est beaucoup, on va dire, qui prie beaucoup en fait. Elle prie beaucoup, souvent elle a des visions, elle voit. Et cette dame l'a dit à ma tante de ne pas partir au village, qu'elle ne sent pas trop cette histoire de voyage. Et ma tante, non, c'est la famille et tout ça. Donc, elle décide de partir. Arrivée au village, tu sais, ma tante, c'est quelqu'un qui a, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, elle a un peu d'argent en fait. Elle a un peu d'argent, donc toujours en train de manger la viande, le poulet, tout ça. Voilà, elle vit bien en fait. Donc, arrivée au village, elles sont arrivées autour de, elle est partie avec une de ses amies. Elles sont arrivées autour de 17h par là. Et tu sais, chez nous au village, les femmes préparent tôt. À partir de 17h, 18h, le repas est prêt. Les gens cherchent à manger. Et elle arrive, elle décide qu'on cuisine le poulet pour elle. Donc, il y a un cousin là. Bon, on prend un poulet dans le poulailler là-bas rapidement. On cuisine pour elle. Et on a une grand-mère qui arrive à la maison. Ma tante est assise avec son amie en train de manger. Et on a une grand-mère qui arrive. Elle salue. Elle dit, ah, mais toi, tu es arrivé quand? Elle dit, non, maman, je viens d'arriver. Bon, moi, c'est ma grand-mère. Elle, c'est leur petite maman, en fait. Elle dit, non, maman, on vient d'arriver. J'attendais de manger et puis aller saluer les gens au village. Elle dit, bon, d'accord. Elle dit, mais maman, viens manger. Elle dit, non, la mémé qui dit, non, merci, bon appétit. Tu manges la viande? Elle dit, oui. Elle dit, ah, ok, bon appétit. Donc, la grand-mère, elle s'en va. La soirée se passe bien, tout ça. Ma tante va se coucher. Et endormie, elle rêve qu'elle a mal au ventre. Et nous, dans la vraie vie ici, leurs camarades qu'elles ont en commun, que je disais tantôt qu'elle était beaucoup en prière, a rêvé que ma tante est en train de manger de la chair humaine. Donc, je ne sais pas si ils étaient en train de l'initier ou pas, je ne sais pas. Et donc, elle se réveille. Bon, comme elle était couchée, dans son rêve, elle rêvait qu'elle était en train de... Elle avait mal au ventre et elle se lamentait sur le lit. Sa camarade avec qui elle était couchée la tape. Mais elle l'appelle par son nom, je ne vais pas dire son nom ici. Elle la tape, elle se réveille en sursaut. Ma tante a rendu sur le lit. Et c'est de la, je vous dis, la chair fraîche. C'est la chair fraîche que ma tante a vomi sur le lit. Vraiment, ma tante a fait prendre les photos et tout ça. Et le matin, la dame, celle dont je disais qu'elle priait beaucoup,
appelle ma tante. Elle lui dit, hier, j'ai rêvé que tu étais en train de manger la chair humaine. Et ma tante lui dit, oui, c'est vrai, ce matin, je me suis réveillée. Tard dans la nuit, il y a ma camarade qui m'a réveillée et j'ai vomi, j'ai rendu sur le lit. Voilà, c'est la chair fraîche et tout ça. Et le matin, tout le monde était vraiment tétanisé. On n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui mange la veille un plat qui a été cuisiné et dans la nuit, elle rentre sur le lit. C'est la chair fraîche. Et sa camarade qui priait beaucoup lui a carrément dit que tu es en train de manger. Il y a une dame qui est venue qui t'a dit que tu es en train de... C'est la viande que tu mangeais. Tu as répondu que oui. En fait, c'était une manière de t'initier dans la sorcellerie. Mais Dieu, par la force des choses, tu as rendu ce qu'il ne fallait pas. Et cette mémé-là n'a pas fait 2 jours. Elle a confessé. Et après confession, elle est décédée. Donc vraiment, je ne veux pas dire aux gens de ne pas aller au village. Parce que forcément, même quand le sorcier te veut, ou là où tu es, il peut te trouver là-bas. Mais je demanderais aux uns aux autres vraiment de faire attention à tout ce qu'on mange quand on arrive au village et tout ça. Même dans la rue, hein, pas seulement même qu'au village, et en ville et tout ça. Ça fait que moi, franchement, manger dehors, j'ai beaucoup peur. Donc, c'est demander aux gens d'être prudents, en fait. Donc, c'était juste ma petite histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Allez, commentaires. Ok. Les histoires de viande là, moi j'ai assisté une fois à une scène avec ma soeur. Comme notre maison était en bordure de route et puis on était en plein carrefour. Les bœufs sortent de l'autre côté, traversent la route et passent de notre côté et partent déjà vers parce que 600, 700, bien 800 mètres pour arriver à l'abattoir. Le bœuf là où le gars savait qu'on partait tuer, ou c'est comment le gars s'est déchaîné en plein carrefour, que la corde l'a lâché. Il regarde les gens comme un homme, il te regarde comme ça, il te fixe dans les yeux. Que hey, c'est encore quoi ça non? Voici donc, ma soeur et moi on est en route là. Et là seulement derrière, courez, on a commencé à courir. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le réflexe de monter du côté de la maison. On a commencé à courir tout droit. Le bœuf derrière nous a chargé, on courait. Viens voir la course de ton manger. C'est la course que tu veux voir. Il n'y a pas encore le corps que je sais gros. Cours. Mais j'ai dit à ma soeur que si tu n'as pas les talents de course, maintenant il va te tuer. Hein. Il va me tourner comme ça, ma soeur est loin devant, elle me dépasse. Usain Bolt féminin. On court, on arrive, on peut entrer dans une barrière là, on ne connaît même pas le type qui est à la maison là, on est seulement entré dans sa barrière. Dès qu'on entre, on ferme la porte, le bœuf vient passer. Dès qu'il passe comme ça, on se retourne, on voit un costaud chien. Il ne parle pas des chiens Kwanjang qu'on vend comme le viande avec les. Il parle des bergers amants attachés qui fait oh! Tu sais, quand tu as couru, tu es fatigué, tu dis que je me repose ici là. Après, tu vois maintenant un costaud chien. Là, ça m'a dit que mange-nous, ça va. On ne bouge plus d'ici là, c'est fini. D'ailleurs, il y a le bœuf dedans, il y a le chien. Mange seulement. Que quoi? Donc, c'était chaud. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le bœuf. Ils l'ont ramené là-bas. Ils l'ont ramené au camp. Et puis, ils sont partis prendre notre bœuf. Le bœuf avait les nerfs. Les gros. Pardon. Hein. Blague avec la viande ici dehors. La viande. Hein. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Ouais, je vais bien. Bonsoir, la famille DMG. Oui. Merci pour les Je disais, j'avais une histoire à raconter. Okay. La coépouse de ma tante. Donc, c'est elle qui nous avait raconté cette histoire. Et dans sa famille, il y avait un décès. Donc, maintenant, ils sont partis. Donc, le genre que peut-être le frère de la tante là avait perdu quelqu'un dans... Sa femme avait perdu quelqu'un dans sa famille. Donc, le genre que la famille se déplace pour aller accompagner le frère dans sa belle famille. Donc, ils ont pris la route.
sur la route de l'Est du Cameroun. En allant dans des villages dedans là-bas, ils ont, comme chez nous au Cameroun, quand on vend le vin de palme, le vin blanc, il y a les palmiers qu'on met devant en route pour que si quelqu'un passe, on sent qu'il y a le vin blanc dans la maison. Donc, ils ont vu le palmier, dans la branche du palmier, qui montre que on vend le vin de palme dans cette maison. Ils ont garé. Ils ont acheté, il y avait une dame-jeanne de vin de 10 litres. Ils ont tout pris. Maintenant, le monsieur les a apporté les verres. Le monsieur était seul, mais il y avait plein de tombes dans sa cour. C'est là que le monsieur les a demandé que vous sortez d'où et vous partez d'où. Donc, ils ont dit, ah, on a perdu, on part dans tel endroit, comme ça, comme ça. Et il a dit, ok, je savais. Parce que les gens de mon village n'achètent pas mon vin et les gens des environs n'achètent pas mon vin. Parce que auparavant, moi, j'étais dans le con, je vendais les gens. Tous ces gens que vous voyez, les tombes que vous voyez là, je les ai tous vendus. Ma femme, mes frères, mes enfants. Jusqu'à je vendais même déjà les gens du village. Un jour alors, ils m'ont rencontré. Donc, il était dans une secte. Une secte de... On lui a menti qu'on devait lui donner de l'argent. Donc, il ne fait que vendre la famille. On lui dit non, il faut encore donner, on va te donner l'argent, il faut encore donner. Donc, maintenant, sa famille était déjà finie, il était resté seul. On lui dit non, donne encore. C'est là qu'il a pris 3 jeunes gars de ce village. Maintenant, quand les 3 gars sont morts, donc le genre que peut-être c'était l'accident qui les a tués, donc les 3 sont morts du coup. Maintenant, il est parti là où il les vendait souvent. Arrivé là-bas, il trouve que les enfants là sont enchaînés là-bas. Il a dit aux gens là que non, trop c'est trop. Vous avez déjà pris toute ma famille. Jusqu'à je donne même encore d'autres personnes. Aujourd'hui, si vous ne me payez pas, je retourne avec mes gens. Les gens là leur ont dit, ah, c'est toi. Si tu veux, ramène-les. Maintenant, il a attrapé ses enfants qu'il a vendus là, il les a déchaînés. Maintenant, les enfants qui sont morts là ne peuvent plus retourner dans le village parce qu'on les a déjà enterrés. Maintenant, il était là, les enfants, donc les familles des enfants là, quand ils sont couchés dans la nuit tard, les enfants crient derrière les maisons dans les champs de cacao que dites à papa tel de venir nous chercher. Chaque enfant crie derrière sa maison. Donc maintenant, tout le village avait déjà peur de ce monsieur. Jusqu'à le monsieur là a fui le village parce que il a fait plus de 10 ans hors de son village. Donc il venait de retourner. Maintenant, personne ne s'approche de lui. Et pour pouvoir manger, il fait de la requête du vin de palme pour pouvoir acheter de quoi manger. Donc, c'était ça mon histoire. Donc, les mamans là ont abandonné son vin blanc là avec son argent. Ils ont démarré leur voiture et parti. Donc, le con que les gens avant là, ça ne donne rien. Ils vendaient seulement les gens pour pouvoir bénéficier jusqu'à ils n'avaient jamais eu même 100 francs. Mais les pauvres personnes sont parties. Ouais. C'était ça mon histoire. Ouais. Merci beaucoup, Cécile. Donc, merci, bonne soirée à vous. Et à toi. C'est la vie. Parfois les gens sont prêts à tuer juste par simple jalousie et parfois c'est même pas souvent la sorcellerie. Hein. Juste que tu perds là comme ça et ils voient en toi quelqu'un qui peut... Imaginez un peu 2 familles sont en compétition et que la famille a un enfant qui promet, c'est-à-dire qu'il a fait des études, il promet aller en Europe et tout. Par simple jalousie, on envoie peut-être un enfant de la famille B, va jouer avec lui, partage le pain et met le poisson de son côté, il mange, il meurt. C'est peut-être pas spirituel, mais tu vas quand même mourir. Hein. Voilà. Donc, parfois la jalousie même aussi, même en dehors du con là et tout cela, il faut se méfier de tout ce qui t'entoure. Bonsoir. Bonsoir. Malika. Bonsoir DMJ. Comment allez-vous? Donc, je viens partager une petite histoire que j'ai vécue il y a à peu près 4 ans avec une amie. Et mon amie, bon, je vais pas donner les noms. Mon amie,
C'est une fille quand même de teint assez clair en fait. Et elle sortait avec un monsieur, un grand monsieur aussi qui a un hôpital dans Libreville, dont on connaît exagérément le nom, tout le monde connaît le nom pour les Gabonais. Et donc, un soir, elle devait aller à la villa du monsieur parce qu'il avait une villa secondaire. La villa se trouve dans les allons d'Awendje par là. Et donc, il fallait que l'on aille là-bas. Elle voulait bien sûr que je l'accompagne. Donc, nous sommes allés. Et lorsque nous sommes arrivés d'abord, il y avait le gardien qui était là. Il nous a fait rentrer et tout. On a pris un verre. Donc, on a partagé le verre. Le monsieur n'était pas encore là. Parce que le monsieur, il est décédé maintenant. Sinon, c'était vraiment un vieux. Il avait à peu près 80 ans déjà par là. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc, nous sommes arrivés. On a pris un verre. On était assis au salon. Là, le monsieur arrive. Le monsieur arrive d'un coup. Et je tique d'abord parce que le monsieur, il sort, genre, il est nu et ces trucs pendouilles, en fait, genre, tout le monde sait de quoi je parle. Il est nu et tout. Je dis, mais attends, de quoi il s'agit? C'est quoi ça? Et après, le monsieur nous demande de rentrer dans la chambre. Moi, je ne suis pas, je me dis, je rentre pourquoi? Je rentre faire quoi dans la chambre? Il me dit, non, allons et tout et tout. On est rentré. Mais on est rentré par une porte. Dans la pièce où on devait aller, nous sommes rentrés par une porte. Et quand nous sommes rentrés, là, ma copine me dit, bon, dans l'autre chambre, il y a une chambre en face. Dans l'autre chambre, il y a un coffre où il y a beaucoup d'argent, en fait. Il y a un coffre où il y a beaucoup d'argent. Moi, j'ai l'habitude de venir ici. Il faut qu'on prenne l'argent là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant que moi, je serai avec lui, toi, tu vas prendre l'argent. Et lorsque j'ai terminé, parce que lui, quand on finit, souvent, il dort et on s'en va. Moi, je dis que j'ai peur, en fait. C'était la première fois que je l'accompagnais. Ok, d'accord. Donc, lorsque nous sommes rentrés dans la chambre en question, je veux maintenant ressortir pour aller dans l'autre chambre, aller prendre l'argent. Et bien, la porte a disparu, en fait. Il n'y avait plus la porte. C'est-à-dire que dans la maison, puisque c'est la pièce où il garde l'argent, donc quand vous rentrez là, vous ne pouvez plus ressortir. La porte avait disparu. Jusqu'à ce que le matin arrive. En fait, c'est pas une blague, c'est un réel. La porte avait disparu. On ne pouvait plus sortir jusqu'à ce que le matin arrive. Genre une petite histoire, en fait, pour dire aux meufs, genre, quand vous arrivez quelque part où vous ne connaissez pas, ne cherchez pas à fouiner, ne cherchez pas genre, à rentrer dans les pièces et tout. Vraiment, il faut faire attention, il faut se méfier. Il faut faire attention. Bien vrai que je n'aurais pas dû aller ce jour-là. Encore une chance qu'il ne nous ait rien fait. Mais vraiment, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Oui, c'est vrai, après, on voulait prendre l'argent, mais c'est la fougue de la jeunesse parce que ça fait vraiment longtemps. C'est la fougue de la jeunesse. Mais vraiment, les filles, attention. Quand vous allez quelque part, il ne s'agit pas que d'une histoire où vous allez forcément aller chez un homme avec qui vous voulez coucher. Tout. Quand vous allez chez des gens, vous allez quelque part, les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur maison. Vraiment, attention. Attention, ne rentrez pas dans les pièces, ne faites pas n'importe quoi. Donc, c'était un peu ça mon histoire. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire, Malika. D'accord. Les commentaires. Bonsoir, merveille. Bonsoir, bienvenue. Comment tu vas? Voilà. Mon histoire, je sais pas, c'est un peu compliqué. En fait, c'est une femme qui a un homme qui a 2 femmes. La première femme a eu 5 enfants. La deuxième n'a pas d'enfants et elle a beaucoup d'argent. Du premier né de la deuxième femme n'écoute pas sa mère. Il est plutôt du genre à écouter sa belle-mère. Parce que c'est elle qui avait l'argent. C'est elle qui était toujours en train de lui faire les cadeaux. Toujours en train de lui faire des cadeaux. Dernièrement, maintenant, le mari est décédé suite d'une maladie. On arrive à l'hôpital. On a dit qu'il avait le coronavirus. Oui, qu'il avait le Covid-19. Du coup, on a scellé son cadavre. On n'a pas fait l'autopsie comme on fait souvent au village là, non. Maintenant, on l'enterre 1 semaine après. Son premier fils meurt. Déjà, courte maladie, il meurt. On reste, on enterre. Quelque temps, 2e enfant meurt. 3e enfant meurt. 4e meurt. Avant qu'on parte maintenant au village, on cherche, non, comme on cherche souvent là.
On dit que, en fait, le monsieur qu'on a enterré là, son cœur bat toujours, qui n'est pas mort. Et que son quatrième enfant là, on ne peut plus rien pour son quatrième enfant parce que le quatrième enfant va mourir quoi qu'on fasse. Donc, on part maintenant, on déterre le corps du monsieur. Il est encore frais. Du genre, depuis peut-être 3 mois qu'il est mort, son corps est encore intact, son cœur bat toujours. Tu vois le genre, on n'a rien compris. Donc, on était juste là avec les yeux ouverts, on ne comprenait même rien. C'est comme ça que le quatrième enfant meurt aussi. Et maintenant, on fait l'autopsie, non? Comme on fait souvent au village là, on fait ça. Le dernier enfant qui était malade guérit. Sa femme meurt aussi. Genre, lui et sa femme, ils étaient dans la même secte. Donc, avant qu'il ne meure, il avait déjà, comme on dit souvent, il avait déjà avancé ses enfants, non? Déjà, donc, il s'était apprêté à livrer tous ses enfants et avoir la gloire. Mais entre-temps, il est parti avant. Par derrière, maintenant, sa femme, non, a envoyé tous les enfants. Elle-même aussi, on l'a emportée. Pour dire que, vraiment, la vie, si on ne sait pas où on met les pieds. C'est seulement Dieu qui nous garde, nous tous. Même à l'abri de tes parents, donc tu n'es à l'abri nulle part. Il y a seulement Dieu pour nous garder. Sinon, dire qu'on est à l'abri là, on n'est pas fort. Même ceux qui sont souvent censés nous protéger, ce sont eux-mêmes qui sont encore plus pires que les étrangers. Donc, j'ai fini mon histoire et c'est ça. Donc, tout le monde était scandalisé. Donc, tes propres enfants, donc on n'a même pas compris. C'était... Même les films nigériens ne sont pas souvent graves comme ça. Donc, déjà, on se manque que... Tu se manques comme... tu n'arrives même pas à parler. Ok. Donc, merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, bonne soirée. Laurencia, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et vous? Vous m'écoutez bien? Super. Bon, moi, mon histoire, c'est pas personnel. Moi, mon histoire, c'est ma mère qui l'a vécu et tout ça se passe au Bénin. Bon, moi, je ne sais pas si vous connaissez la chanson chez nous en Afrique. On dit qu'on balaye pas la nuit, on balaye pas, hein? C'est ça la même. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est une femme commerçante. Elles vont devant sa maison et tout. Elles vont être terminent tard et tout. Elles terminent tard. Donc, à chaque fois que tu balais, bon, tu vois, tu termines de vendre, tu nettoies où tu as vendu et tout. À chaque fois qu'elle finit et tout, elle balaye, genre, elle met la saleté d'un côté et tout. C'est la nuit où elle finit la nuit et tout. Ça se passe au Bénin et tout, dans un petit village. Et tout. Bon, la grosse rencontre, à chaque fois que tu reviens le matin, la saleté qu'elle a balayée là, c'est souvent comme si c'est le chien était venu jouer avec la saleté et tout. Le chien est venu, c'est comme si quelqu'un était venu jouer avec la saleté et tout et tout et tout. Donc un jour elle a décidé de faire quoi? Elle a dit elle va balayer. Elle va balayer, elle va rester là, genre en garde à vue, elle va voir la personne qui vient, c'est comme si c'était quelqu'un qui faisait ses exprès, qui vient jouer avec ça, qui vient faire le désordre comme ça et tout. Elle est restée là, la première fois qu'elle a fait ça, elle s'est endormie. Elle a dit le lendemain, la personne est venue, elle a renversé encore la saleté là. Le lendemain, elle a dit, elle va encore faire. Donc, le lendemain, voilà, elle a dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas dormir. Jusqu'à, elle a vu la personne, elle a baillé comme ça, la personne est venue. Elle ne voyait même pas bien la personne, mais elle pouvait juste voir une silhouette noire, un peu transparent, quelque chose comme ça. La personne est venue, la verser la saleté, puis. Elle s'est levée, que c'est toi qui verses la saleté, la personne, comme si, elle parlait même pas à lui. Il a fait ce qu'il avait à faire, il est parti. Le lendemain, elle est tombée gravement malade. Et tout. Où elle a expliqué, comme on peut dire, genre comme un témoignage, que voilà, c'est parce qu'elle a voulu être curieuse. Et pourtant, elle sait que chez nous, en Afrique, on dit qu'on balaye pas la nuit, on balaye pas, hein. Elle a voulu balayer, elle a regardé la personne qui a versé la réalité là. Et elle est décédée parce que bon voilà, on sait que chez nous, quand des trucs comme ça se passent, après le témoignage, quelques jours après et tout,
les personnes décèdent. Donc, c'était pour dire que les gens qui aiment bailler la nuit comme moi, là, arrêtez, oh, arrêtez. Donc, j'ai fini, mon histoire est terminée. C'était pas aussi vraiment long. D'accord, merci pour l'histoire, Laurentia. C'est rien. Bonsoir, Mozi. Bonsoir DMG. En fait, ce soir, je vais parler un peu sur une histoire qui m'est arrivée l'année dernière. C'est concernant les paralysies du sommeil. Du coup, un jour, j'étais couché aux alentours de 1h, 2h et je vois d'un coup, je suis pris dans un truc bizarre un peu où je maîtrise rien du tout et je lève ma tête. Vraiment, c'était pas du tout un rêve. Je lève ma tête, je vois quelqu'un qui est vraiment arrêté là avec un couteau. Je sais pas si il voulait me faire peur d'abord ou elle voulait me faire peur d'abord pour que je puisse parce que souvent on dit souvent que le diable il joue sur la peur. Pourtant moi j'ai un réflexe. Quand je vois ce genre de truc là, moi j'ai mon réflexe et j'ai foi en Dieu que voilà, si je récite telle chose, ça va améliorer la situation. Du coup, quand je lève ma tête, j'ai le réflexe, je dis à la personne, j'ai dit mais tu viens déranger mon sommeil, pourquoi? Genre, je sais que je suis dans un je suis pas bien réveillé, mais je vois la personne réellement même, et puis, donc moi j'ai le réflexe, parce que il y a des citations que moi on m'a données, qui ont attrait à, c'est une sourate que je dois réciter, mais il y a une partie que je dois réciter un certain nombre de fois. Si je récite un certain nombre de fois ce genre de truc, Dieu, en tout cas, t'épargnera de ça. Donc moi, quand je lève ma tête, je regarde et je lui dis, mais tu gênes mon sommeil, pourquoi? Et là, je commence à réciter avec conviction, avec force même, pour montrer que j'ai pas peur. Et je commence à réciter jusqu'à l'endroit où je dois réciter plus de 21 fois pareil, jusqu'à 21 fois pour que la situation se rétablisse. Et là, j'arrive à peu près 11 récitations et je vois la personne disparaître d'un coup. Et à partir de là, j'ai continué mon sommeil et j'ai même pas eu l'impression ou j'ai pas eu la peur, mais je me suis juste dit que la prière, en tout cas, c'est quelque chose que vraiment, si on s'accroche, le diable, il va toujours essayer de nous intimider, mais si tu t'accroches et tu crois vraiment en Dieu, en tout cas, le diable, il ne pourra pas vraiment jouer sur la peur pour pouvoir t'intimider. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Mosé. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Vraiment, il a écouté l'histoire de trafic de sperme là. Après, il m'envoie le message. Bonjour mon frère. Je suis vraiment intéressé par votre business là, hein. Le trafic de sperme là. Il dit, mais tu es intéressé par le business, ça veut dire tu veux faire le trafic de sperme. Il dit, oui, je peux faire le trafic de sperme. Il dit, ah. Tu peux faire le trafic de sperme, ça veut dire que tu vas souvent livrer le sperme ou que tu vas souvent faire comment? Les gars, le kilo ici dehors. Hein. Est-ce que je vais me trouver... Attendez un peu. Le gars veut carrément faire le trafic de sperme. Moi, je me demandais que tu veux vendre le sperme ou tu veux faire comment? Je ne comprends pas. Là, me dit carrément qu'il est lui au nord. Hein. Il est au nord. Il est vraiment intéressé. Ah. Tu es intéressé, tu es mon trafic. Moi, j'ai fait le trafic de sperme. Ça m'a choqué. Hein. On va jamais faire l'autre là. Oui, bonsoir, ça va. Et les activités, ça va, ok. Bon, j'ai vu ta vidéo sur YouTube concernant les business que tu fais. Bon, dis-moi, est-ce que on peut faire les business là ensemble? En ce temps, tu me fais signe. À tout à l'heure. Donc, il a envoyé ça, il envoie ça en audio. Est-ce qu'on peut faire le business ensemble? C'est quel business? Il me dit, business de vendre du sperme. Je
Je dis, ah. Bon, après, j'ai demandé, tu veux vendre le sperme ou bien tu veux faire comment? Elle n'a pas encore répondu. Tu te dépassais, hein? Tu te dépassais. Donc, si vous connaissez là, si tu es une fille et c'est ton gars, reconnaît la voix, pardon, c'est que ton gars va commencer à jouer fort. Pardon, écoutez la voix de vos gars, parce qu'il faut reconnaître là. Ça peut être un futur vendeur de sperme comme ça, là, il va venir verser ça sur vous. C'est terrible, hein? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Bon, j'ai deux histoires à raconter rapidement. C'est mon père qui nous avait raconté ça quand on était un peu plus jeune et tout. Il nous a dit quand lui, il était jeune, très jeune, il avait ses cours, ses 400 cours et tout. Donc, qu'il quittait la maison à Vedoko. Bon, ceux qui sont au Bénin, ils connaissent. Il quittait Vedoko pour aller à Godomé, genre dans une région, quoi. Où il allait voir ses goûts et tout. Et il rentrait tard la nuit. Toujours tard, il rentrait toujours tard avec sa bicyclette dans le temps. Donc, il a dit un jour, à son retour, il est arrivé au niveau du stade de l'Amitié. Ceux qui sont au Bénin savent. En même temps, c'était une grande forêt. Et quand il arrive à ce niveau, il a dit qu'il a vu environ 7 ou 8 chiens qui étaient réunis en cercle. Et il a dit, quand il a vu ça, ils étaient réunis en cercle, il y avait une grande calebasse au milieu, ils étaient tous en train de manger et tout. Il a dit qu'il s'est arrêté, qu'il a jeté la bicyclette, qu'il s'est mis à genoux et qu'il a commencé à manger sans dire un mot, rien. Il a fait comme eux. Les chiens, ils mangeaient. Lui, il a pris sa main, il a commencé à manger. Donc, il a dit qu'il mangeait, il mangeait. Et j'ai dit, papa, mais qu'est-ce que tu avais mangé ce jour? Il a dit non, que c'était juste du amiro avec du poulet. Et j'ai dit, bon, bref. Il a dit qu'il a mangé. Et quand le repas était terminé comme ça, il a dit que tous les chiens se sont transformés en humains. Et j'ai crié, mes frères aussi avaient crié, il dit oui. Et qu'ils se regardaient tous entre eux et qu'ils le regardaient. Genre en mode, c'est qui celui-là? C'est qui? Comment est-ce qu'il a pu faire et tout? C'est qui? Il a dit quand le repas est fini, il a pris sa bicyclette et il est reparti sans dire mot avec qui que ce soit. Donc quand il arrive à la maison, en bon africain, le lendemain, il est sorti, il est allé voir, consulter. Et ils lui ont dit que, en fait, ce qu'il était allé voir, c'était en gros une congrégation des gens de la nuit, quoi, qui étaient en plein dans leur dîner et tout. Et que si jamais il avait dépassé ça, il était rentré à la maison, il allait mourir net. Ça, il n'y avait même pas d'aller-retour. Donc, en gros, c'était pour nous donner une leçon et nous dire à chaque fois, il nous a dit à la fin de l'histoire, il nous a dit à chaque fois quand vous sortez la nuit, quand vous voyez des gens en train de faire quelque chose, arrêtez-vous, faites la même chose qu'eux. Sans dire rien, ne leur dites rien, arrêtez-vous juste, faites exactement comme ils font et quand c'est fini, partez. Donc en gros, je vois des gens dire dans les commentaires, c'est ouf, mais ceux qui savent, ils savent que ce genre de choses, quand tu sors la nuit, tu arrives à un carrefour, à n'importe quel endroit, tu vois des personnes en train de faire quelque chose. Ils peuvent être en train de manger, ils peuvent être en train de faire un bain, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, tu t'arrêtes, tu fais la même chose qu'eux et tu pars. Je leur ai demandé pourquoi il m'a dit, parce que si tu ne fais pas ça, toi tu ramasses tout ce que eux ils ont laissé là. Donc, en gros, voilà un peu, c'est une petite histoire que j'avais à raconter et tout. Donc, quand vous sortez la nuit dans vos coups... Et si tu marches la nuit, tu arrives dans un carrefour et il y a deux monsieur sans caleçon en train de twerker, par exemple, tu fais comment? Tu t'arrêtes, tu twerks, tu fais comme eux. Tu fais exactement comme eux parce que tu ne sais pas dans quel sens ils sont en train de faire ça. Donc, en fait, les Béninois savent ce que je dis. Les Béninois qui sont dans le live, là, ils comprennent. Mais ils savent c'est que terrible. Au Bénin, en tout cas, quand tu sors la nuit,
et tu vois des gens en train de faire quelque chose, tu t'arrêtes, tu fais la même chose qu'eux. Les Béninois, s'il vous plaît, confirmez dans les commentaires. Voilà, il y en a qui disent Mais, oui, c'est vrai. Donc, ok, en gros, merci c'était beaucoup pour pour nous donner une l'histoire. leçon qui nous a raconté l'histoire ce jour-là. Donc, s'il vous plaît, on va à l'église, oui, quelles que soient vos croyances. Quand vous voyez des gens faire des choses la nuit, arrêtez-vous, ne leur dites rien. De toutes les façons, ils ne vont pas vous chasser. Donc, ne leur dites rien. Vous faites exactement ce qu'ils font trait pour trait. Quand ils finissent de le faire, quand vous finissez de faire ça ensemble, vous repartez. Voilà. Donc, ne courez pas. Il y a quelqu'un qui dit mieux je cours. Si tu cours, ben, tu vas ramasser les pots cassés. Merci. Et ça, il n'y a même pas d'aller-retour. Donc, merci. Bonne soirée à vous. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. C'est terrible. Hein? Imagine un père d'enfant. Tu es le père de tes 4 enfants à la maison. Tu arrives, tu vois les gars sans raison de tuer. Que tu t'arrêtes, tu trucs aussi. Après, je t'habille, tu repars à la maison. Genre, papa est rentré. Après savoir tuer qui. Bon, après, ça dépend. Hein. Après, ça dépend. Je vois beaucoup de gens confirmer en commentaire, c'est vrai, oui, mais ça dépend après. Hein. On ne va pas entrer dans les débats, ça dépend. Je dis que c'est propre pour certains, c'est pas propre pour certains. Bonsoir à tous. Mais c'est un peu d'imaginer un peu la scène. La joie, bonsoir. Comment vous allez? Très bien, et toi-même? D'accord, je vais bien. Je voulais partager un petit message et pouvoir aussi sensibiliser certaines personnes. Donc, tu as les écouteurs? Hein? Non, pas du tout. Parce que le volume est un peu bas. Moi, je vous entends très bien. D'accord. Allô? Oui. Allô, c'est bon? Oui. D'accord. C'est comme je disais il y a quelques années, j'étais encore au lycée. Et donc, j'avais des amis avec qui je traînais. Et particulièrement, une année, il y a une fille, elle était nouvelle dans l'établissement. Donc, elle arrivait, on traînait ensemble et tout au cours de l'année. Et par la suite, il y avait des gens, en fait, à chaque fois que je marchais avec cette fille, il y avait des gens qui m'interpellaient pour me dire « Fais attention à la fille avec qui tu marches. » Des vieilles personnes sur la route, même des jeunes personnes et tout. Et j'avais fini par commencer à faire des mauvais rêves sur des personnes avec qui je me trouvais et tout, jusqu'à une nuit. Dans le rêve, je me suis retrouvée avec la fille, on était dans un endroit, on était allé prendre un verre et tout. Et dans le rêve, après avoir pris le verre, je m'étais sentie mal. Dans le rêve, je décédais même d'un empoisonnement et tout. Et c'est comme ça, j'ai banalisé le rêve, j'ai vraiment banalisé je faisais des rêves répétitifs. S'il te plaît, essaie de maintenir ton téléphone dans une même position. Quand tu bouges là, le volume baisse, ça monte. Ah, d'accord. Donc, je négligeais les rêves et tout, je continuais à marcher avec la fille sans trop m'inquiéter. Jusqu'à un jour, elle m'envoie un message à la veille pour me dire « Ouais, demain, écoute, on va aller, après les cours, on va aller prendre un verre et tout. » J'ai dit non, je ne serai pas disponible parce que j'avais quelque chose à faire. Elle a insisté, non, viens demain et tout. Je lui ai dit non, moi je ne serai pas disponible, j'ai quelque chose à faire. La fille a insisté. Et quand je faisais les rêves, je disais ça à ma maman que voilà, je fais les rêves sur elle parce qu'elle venait chez moi, on la connaissait et tout. Et tellement elle a insisté. Après, je lui avais répondu pour lui faire plaisir que oui, bon, ok, d'accord, je serai demain. Après, finalement, là où je devais me rendre, je n'avais plus me rendre à l'endroit. Donc, je m'étais retrouvée avec elle. Donc, on s'est retrouvés dans un endroit où il fallait boire. C'est comme ça, j'avais commencé à prendre un verre et tout. Après, par la suite, mon intérieur m'a rappelé les rêves que je faisais et tout. C'est comme ça que je me suis stoppée. Elle me dit non, mais pourquoi tu ne bois plus et tout? Je dis non, ça va. En fait, je sens que je suis pleine, j'ai plus envie de boire et tout. Oh, mais bois, on va s'amuser, machin. Je dis non, j'ai plus envie de boire, j'ai même envie de rentrer à la maison. C'est comme ça par la suite et tout. Elle va commencer à s'énerver pour dire que oui, pourquoi machin. Du coup, moi, je comprends pas. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves en fait? C'est un truc assez banal et tout et tout. Ça vraiment, ça s'en suivi des problèmes. C'était un gros problème ce jour. Finalement, je suis rentrée à la maison et tout. Quand j'arrive à la maison,
J'ai expliqué ça, je sais même plus à qui j'ai expliqué et tout. Quand je dors, elle est venue en fait dans mon rêve dans lequel elle me dit ouais, tu es méchante, ce que tu as fait c'est pas bien et tout et tout. Voilà maintenant que tu m'as mis dans les problèmes. J'ai zappé le lendemain quand j'arrive au cours, la fille n'est pas là. 1 semaine, 2 semaines, elle n'est pas là. C'est comme ça maintenant les rumeurs arrivent pour dire que oui, elle est souffrante, ça va pas et tout et tout. Et quand je décide d'aller lui rendre visite, quand j'arrive, elle est bien malade, elle est vraiment malade. Et quand je rentre, elle me donne genre le dos. Elle me dit ouais, tu es méchante, c'est à cause de ta méchanceté que je suis comme ça. Je dis mais méchante, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est comme ça, elle m'a seulement dit tu es méchante. Je suis rentrée chez moi. C'est 2 jours plus tard, après, que sa soeur a appelé pour dire que oui, elle voulait me parler. Quand j'arrive, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué que oui, elle est dans une réunion et tout, et elle avait cité mon nom. Et il fallait qu'à ce moment-là, je puisse boire. Si je buvais, ça leur aurait donné des trucs, en tout cas là-bas et tout. Mais le fait que je n'ai pas adhéré à ce que elle voulait et tout, ils se sont retournés contre elle, ils l'ont rendue malade et vraiment, ça n'allait pas. Et à l'heure où je vous parle, malheureusement, la fille en question est décédée et tout. Et donc, l'histoire s'est terminée là. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai pas d'amis. C'est pour dire aussi que quand vous marchez avec les gens, priez pour savoir avec qui vous marchez. Priez pour savoir avec qui vous marchez. Et aussi, les amis qui sont mal intentionnés, vous ne savez pas les prières que les parents font sur leurs enfants. Vous ne savez pas, chacun a sa famille, chacun a son sang, chacun vient de quelque part. Et puis, voilà quoi. C'est ça en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci pour le conseil aussi. Au lycée, on avait un camarade là, je ne vais pas dire son nom. Lui, l'école ne l'intéressait pas. Hein. Déjà que moi, il était beaucoup distrait à l'école, mais lui là, quand il venait, c'était pas pour l'école. Il avait toujours les costauds montants. Il avait les 10 000 là de beignets, 15 000, 20 000. Vous avez à la cantine, il nourrit tout le monde. J'ai commencé à manger ça la première semaine. Après, la deuxième semaine, j'ai dit, mais le type, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Le gars vient, il dépense autant. Je me suis d'abord retenu que, mais non, je ne suis pas moi là. Les autres ont continué à manger. Ah. Après, le gars a disparu pendant peut-être 1 mois. Il revient quand il voit le monsieur. Ah. Le gars est devenu comme s'il avait traversé 50 maladies. Que sida, hépatite, tout ça là. Que maintenant, c'est là même pour avoir 5 francs, il n'a pas 5 francs. Après, quand il demande que mes gars, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il me renseigne, je me rends compte que c'est le petit frère d'un terrible marabout. Un costaud marabout. J'ai arrêté de marabout que les personnalités partent de chez lui. Et qui? Je respectais seulement que donc c'est comme ça, c'est là que tu venais, les gens mangent. Ah, il dit non, père. Je me suis retiré, je ne sais même pas. Lui, c'est quelle histoire ça, un élève? Il s'est remis les mains. C'est le petit frère d'un costaud, pas les petits marabouts là, les costauds marabouts là, avec la référence. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, toi. C'est comme je disais, je vais raconter une histoire que j'ai vécue avec ma grande sœur décédée maintenant. Et pour les filles, il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Facebook, c'est très dangereux, vraiment dangereux. Voilà l'histoire. Je vivais avec ma grande sœur. Dans le ventre de notre papa, on n'était que 2. Je vivais avec ma grande sœur. Elle a fait la rencontre d'un monsieur sur Facebook. Ils ont commencé à s'échanger et tout. Ils ont commencé à parler. Ils ont fait des sorties. Après un soir, elle me dit non, elle sort. Elle ne va pas rentrer. Elle va dormir chez le monsieur en question. Bon, moi, je ne connaissais pas le monsieur. Bon, nous sommes entre filles. Elle venait parler, on racontait juste, bon, voilà et tout. Je dis, ok, tu vas dormir chez le monsieur en question. Mais quand tu arrives, fais-moi un signe pour me dire que je suis bien arrivée et tout. Elle me dit, ok. Elle va chez le monsieur. Elle m'envoie le message, je suis bien arrivée. Quand tu vas dormir, tu fermes la porte.
Je dis, ok, là, j'ai dormi, j'ai fermé la porte. Le lendemain, quand elle est venue à 9h. Quand elle est arrivée, aux environs de 12h, elle a commencé à pleurer qu'elle a mal au ventre. Bon, comme nous sommes des femmes, on a commencé à se moquer d'elle, que non, peut-être ce que vous avez eu à faire la nuit là et tout, c'était fort. Elle me dit non, c'est pas ça, elle a mal au ventre. Ça, je dis non, explique, tu ressens quoi au juste? Elle m'explique, elle me dit non, elle ne sait pas comment m'expliquer, mais elle a sérieusement mal. C'est là où je dis bon, tu as mal, essaie de me donner les sous. Je vais aller à la pharmacie, expliquer si on peut me donner quelque chose pour calmer. Elle m'a donné des sous, je suis partie à la pharmacie. C'était environ de 11h comme ça, je suis partie à la pharmacie, on m'a donné les médicaments et tout. Quand j'arrive, elle a allongé. Je demande si elle a mangé, elle me dit non, elle n'a pas l'appétit, elle veut juste prendre les médicaments. Je dis ok, d'accord, je prends les médicaments, elle boit. 13h, elle commence à pleurer dans la chambre. J'étais assise au salon, elle commence à pleurer, Quand je vais vers elle, tu pleures, quoi au juste? Explique-moi, parce que moi je ne comprends pas. Elle me dit elle-même, elle ne connaît pas ce qui se passe, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais elle a sérieusement mal. Elle était allongée, elle n'arrivait plus à bouger et tout. C'est là où avec la panique, j'ai appelé les tantes et tout. Ils sont venus, nous sommes partis à l'hôpital général. Là, c'est à Libreville, à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on fait les examens et tout. On dit non, elle n'a rien, elle n'a pratiquement rien. On ne trouve pas la maladie. Retournez avec elle à la maison. C'est comme ça qu'on reprend la voiture, on retourne à la maison. Mais il nous avait donné les suppos que comme elle a mal au ventre, peut-être elle a mangé un truc ou je sais pas. Elle va prendre les suppos pour essayer de voir si ça va se calmer. Arrivée à la maison, elle a mis les suppos et tout, ça n'allait pas toujours. Aux environs de 18h, elle était allongée, elle ne parlait plus. Quand tu regardes même, tu sens qu'elle n'est plus avec vous, elle n'est plus là, la personne, elle n'est plus là. On a commencé à paniquer. Bon, j'étais restée seule, les tantes étaient déjà retournées. J'étais obligée d'appeler les grandes sœurs, les aînées. Elles sont venues, on a commencé à paniquer et tout. C'est là où la grande sœur a commencé à lui poser la question que là où tu es parti, le monsieur, tu connais le monsieur depuis? Elle me dit oui, je connais le monsieur, mais ce n'est pas lui, machin et tout. Je ne connais pas ce qui se passe. C'est là où la grande sœur avait demandé si elle a encore les sous pour retourner à l'hôpital. Elle avait dit non, elle n'avait plus. Vous allez m'excuser, hein, pour ce que je viens de dire là. C'est comme ça que moi je sortais avec un Libanais et tout. Je l'appelle, je lui dis non, là où je suis vraiment dans les problèmes, j'ai besoin de sous et tout. Il me dit viens me trouver en Gondjé. Là je suis en réunion, je ne peux pas venir vers toi, mais toi tu peux venir, je vais te remettre les sous, tu vas partir. Quand j'arrive, j'explique que non, voilà, il y a ma grande soeur qui est malade et tout, voilà pourquoi je te demande les sous. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. Il prend 50 000, il me donne. Il prend 50 000, il me donne, il me met dans le taxi. Le taximan, c'était un Gabonais. On vient, monte dans le taxi. Hein. Je viens, on était qu'à deux. Quand on arrive au niveau de la démocratie, les gens qui connaissent Libreville, au niveau de la démocratie, à la montée, là où il y a souvent les fleurs, là, le taxi gare. Je lui demande, ah mon frère, moi là où je suis pressée, tu t'arrêtes encore. Il me dit, non, tu n'écoutes pas, la voiture fait un bruit bizarre. C'est là où je dis, non, mais le voilà, tu peux aller voir ça. Devant, il me dit, non. Je vais regarder et on continue parce qu'on risque de ne pas arriver. Je dis ok, regarde, mais fais vite. C'est comme ça qu'il descend. Quand il descend, il ouvre la malle arrière. Il vient avec une machette. Bien limée, bien aiguisée. Bon, je ne savais pas. Donc quand il vient, il avait déjà la machette en main. Il ouvre la porte, il me dit sors. C'est là où je vois la machette, je commence à paniquer. Je sors. Comment? Il me dit sors. Et là, c'était aux environs de 22h déjà. Il me dit sors. J'ai dit je sors comment? C'est quand je vois la machette maintenant avec la panique et tout, je sors. Il m'arrache le sac, il fouille le sac, il enlève l'argent, il enlève le téléphone. Il y avait même, comme par magie, il n'y avait même pas une seule voiture qui passait ce jour-là. Même pas une seule. Et pourtant, sur une route où la circulation est vraiment intense. Il n'y avait même pas une seule voiture à cet instant-là. C'est comme ça.
Il prend le sac, il prend le téléphone, je commence à paniquer. Dans le cas, Seigneur, il va me faire quoi? Je suis sortie, c'est pour venir prendre l'argent pour emmener la grande soeur à l'hôpital. Pourquoi ce genre de choses m'arrive? C'est comme ça qu'il remonte dans le véhicule. Je suis debout, je suis en panique. Quand il repart vers le véhicule, il revient encore vers moi. Quand il revient, il me dit, enlève ta robe. Je dis, j'enlève ma robe. Tu as déjà tout pris. Bon, avec l'orgueil des femmes, tu as déjà tout pris. Tu as déjà pris le téléphone, tu as déjà tout pris. Tu me demandes d'enlever la robe. Et j'avais une robe moulante. Je n'avais pas de soutien. J'avais un string. Il me dit, enlève la robe. Je dis, j'enlève la robe avec la bouche, machin. Mais si tu n'enlèves pas, je vais te faire quelque chose. Moi, dans mon cœur, je me disais que bon, là, c'est fini. Il va me violer. C'est comme ça qu'avec la panique et tout, j'enlève la robe. Il prend la robe, il met dans son véhicule. Il m'avait laissé là, debout, à la route, toute nue. Nue comme juste le string que j'avais. Même pas une seule voiture qui passe que je pouvais interpeller, rien du tout. C'est comme ça qu'il démarre le véhicule. Il continue sa route. Quand il continue, de l'autre côté, il y a les jardiniers. De l'autre côté, il y a les jardiniers. C'est comme ça qu'avec le réflexe, je ne peux pas marcher comme ça en route. Je traverse maintenant. Je traverse, je trouve les habits des jardiniers qui travaillent souvent avec là. Je prends une longue chemise dedans, c'était même déchiré. Je prends la chemise. C'est comme ça que j'enfile la chemise sur moi. Quand j'enfile la chemise, je ressors là-bas, je marche, je dépasse la démocratie. Je partais au boulevard. Je dépasse la démocratie. Tout ça là, même pas un seul véhicule. Je marchais que comme une folle en route. Je marchais. Quand j'arrive après la démocratie, l'échangeur là, c'est là où un véhicule vient. Une double cabine. Le monsieur s'arrête, mais de ma fille, c'est que même la force de parler, je n'avais pas la force de parler. Je marchais seulement. Le monsieur a beau s'arrêter, m'interpeller. Je n'avais pas la force. J'étais vraiment. Je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'est comme ça que j'arrive à la maison. Quand j'arrive, je trouve les grandes sœurs assises. Elles me disent, c'est toi qu'on attendait. Même la force d'expliquer, même le fait que quand elles avaient vu mon accoutrement, elles se sont directement découragées parce qu'elles me posaient des questions, même la force pour expliquer. Je n'avais pas la force, je n'avais pas de mots. Quand je rentre à la chambre, je trouve ma grande sœur allongée, faible. Tu sens que là, elle est en train de partir. Elle part déjà. Bon, avec la fatigue et tout, et elles et moi, on dormait ensemble avec la fatigue et tout. J'ai dormi à côté d'elle. Les autres sont partis, ils ont dormi de l'autre côté. J'ai dormi à côté d'elle. Aux environs de 6 heures, quand je me lève, elle était déjà décédée. Elle était décédée. Donc, j'avais dormi avec elle. Je ne connais pas à quel moment elle était décédée. Le matin, quand je touche, j'essaie un peu de toucher machin. C'est là où je me rends compte qu'elle est partie. Quand je commence à pleurer, c'est là où les grandes sœurs viennent et tout, quand elles arrivent. On a les trucs là, non, les mamans du quartier, ils ont écouté le bruit, machin. Ils ont dit non, elle n'est pas encore décédée, mais non, quoi, à l'hôpital, machin, on ne sait jamais. C'est comme ça qu'on a encore appelé nos tantes, elles sont venues. Quand elles sont venues, on l'a mis dans le véhicule. On arrive à l'hôpital général. Quand on arrive à l'hôpital général, on nous a dit non, elle est décédée depuis 3 heures du matin qu'elle était décédée. Donc, ils ne connaissaient même pas ce qu'on était revenu faire avec le corps sans vie. C'est comme ça, bon, tous pour faire le tralala, appeler la morgue, appeler machin, ils ont mis le corps dans une salle. Donc, les gens qui venaient, les parents qui venaient, parce que moi, je n'avais plus la force d'aller voir, aller regarder. Je n'avais plus cette force-là. Les parents qui venaient, les copines, les sœurs, quand ils allaient dans la salle, elles venaient là-bas que non, le corps, ça ne va pas. Le corps ne fait que s'enfler. Le corps ne fait que s'enfler. Le ventre était ballonné. Quand on venait me demander quoi, elle était enceinte. J'ai dit non, elle n'était pas enceinte. Le ventre était que ballonné. On a appelé la morgue, ils sont venus, ils ont pris le corps, ils ont emmené le corps. Comme on restait à deux, et puis on n'était pas le genre de soeur qu'on va dire que chacun de son côté, non. C'était ma grande soeur, donc on se parlait, tout son mot de passe de son téléphone, c'est moi qui connaissais et tout.
Quand le grand frère m'appelle, il me dit, ah, est-ce que tu as regardé son téléphone? J'ai dit, non, je n'ai pas regardé son téléphone. Il me dit, prends d'abord le téléphone, tu essaies de regarder les dernières conversations, le dernier contact. Quand je regarde, je vois, elle a appelé un numéro avec insistance, vraiment, plus de 1000 appels qu'elle a appelé, mais la personne ne répondait pas. Quand je rentre dans ce WhatsApp, je regarde les conversations et tout. Je vois la première conversation du haut, m'interpelle. Quand je regarde, elle a envoyé le gars. Quand elle est arrivée, quand elle a commencé à avoir mal, elle a écrit au gars que non, je suis malade et tout. Il ne répondait. Il lisait, mais il ne répondait pas. Quand il dit au gars que, elle dit au gars que je suis malade, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux venir me chercher pour m'emmener à l'hôpital, machin et tout. Le gars, il lisait, mais il ne répondait pas. C'est aux environs de 18h, 19h, elle envoie le message au gars que qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Si quelque chose m'arrive, je vais dire à mes parents que c'est toi. Si quelque chose m'arrive, je vais montrer ta photo. Le gars lisait toujours, il ne répondait pas. C'est comme ça que je suis rentrée. Le grand frère, parce que mon grand frère, il n'était pas ici, il était sur Makoko. Il me dit, fouille bien le téléphone, tu fouilles. Est-ce qu'il y a la photo? J'ai dit, non, il n'y a pas la photo du profil. Il n'y a pas la photo du profil sur le numéro du gars en question. Il me dit, fouille bien. Je fouille, je sors, je repars sur Messenger et tout. Je rentre dans les conversations comme ça. Un cœur me dit, rentre d'abord dans la conversation là. Je rentre. Quand je rentre, c'est là où je vois les captures. Bon, les conversations là, ils ont commencé à s'écrire, machin. Ils ont commencé à s'écrire et tout. Sur place, le grand frère avait pris la voiture. Il est arrivé à Libreville. Quand il arrive à Libreville, il me demande de lui donner le téléphone, je déverrouille et tout. Quand il prend maintenant le numéro, je l'explique, bon voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai trouvé et tout. Il prend le numéro du gars, quand il appelle, le gars répond. Quand allô, bonsoir, oui, vous connaissez mademoiselle Jessica, le gars coupe l'appel, il raccroche. Quand on appelle avec le numéro de la grande sœur, il ne répond pas. Quand on appelle avec le numéro, il ne répond pas. C'est comme ça qu'on avait appelé maman pour expliquer. Avec l'affaire du deuil et tout, on avait laissé de ce côté-là. Mon grand frère, c'est quelqu'un il est très spirituel. Il est très spirituel. Lui, il reste avec les pygmées à Makoko. Il reste avec les pygmées en Beauce parce qu'il creuse l'or. C'est comme ça qu'on a fini de faire le deuil et tout. Il est retourné. Donc, quand il est retourné, il a commencé à faire les recherches pour regarder, essayer de voir, machin. C'est comme ça qu'on avait dit là-bas que bon voilà, elle était sortie avec quelqu'un qui l'a sacrifiée. Et parce que même quand on avait, le jour de la veillée, quand on avait voyagé avec le corps, le jour de la veillée, son ventre était pratiquement collé au fermoir du cercueil. Son ventre le faisait gonfler, son ventre était sérieux. En fait, on se disait qu'on n'allait pas arriver au village parce que le ventre allait s'éclater. Jusqu'on est arrivé, même la veillée, tout le monde avait peur, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que le ventre était ballonné comme une femme enceinte de 9 mois ou plus même. C'est comme ça que quand le grand frère a essayé de chercher et tout, il a appelé moi que bon voilà ce que j'ai trouvé. Ma maman, elle croit beaucoup en Dieu, elle va trop, elle est plus église. C'est comme ça que maman l'a dit non, ne fais rien. Ne fais rien. Si tu as trouvé, c'est bon, mais ne fais rien. On remet ça entre les mains de Dieu. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai la tête vraiment, ma tête, elle est ouverte. Si je vous dis que jusqu'à présent, je vois ma soeur, mais peut-être quand je dors, je vois, elle est là, elle me regarde, elle ne parle pas, elle n'a pas la possibilité de parler. Mais quand tu regardes, tu sens qu'elle a envie de parler, mais elle ne peut pas. On dirait comme si elle est bloquée, quelque chose qui l'empêche vraiment de parler. Il y a quelque chose qui l'empêche de parler. Jusqu'à présent, parfois il y a des situations, quand je suis dans les problèmes, je suis vraiment dans les problèmes, je m'allonge, je dors, elle vient, mais elle est dans l'incapacité de parler, elle est dans l'incapacité de faire sortir une parole. Donc, c'est pour vous dire, les jeunes filles, Facebook, méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous vraiment des réseaux sociaux. C'est mon histoire. Bonne soirée, je suis dans les commentaires. Ouais. Et condoléances, Morgan. Merci. Vraiment.
tiens à souligner, c'est là que pas seulement de Facebook, hein, de TikTok, d'Instagram, Snapchat, partout où il y a échange de... Là où vous abonnez aux gens que vous ne connaissez pas là. Partout. C'est pas seulement de Facebook. Donnons la force à la sœur qui vient de monter. Merci beaucoup pour l'histoire et toutes mes condoléances. Bonsoir Lady Emilia. Bonsoir DMG, ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire qui m'est arrivée. Je suis actuellement au Gabon. Je vis au Gabon. Et comme vous connaissez les jeunes au lycée, vous savez, on a toujours des amis, une bande d'amis, vous voyez. Donc, j'ai une bande d'amis où nous sommes 4 filles. Bon, nous sommes plusieurs filles, mais les autres sont un peu dispersées dans différentes écoles. Il y a des garçons et tout. Mais nous sommes à 4 particulièrement qui sommes dans la même classe et on s'assoit ensemble. Genre 2 devant, 2 derrière. Vous connaissez les tables bancs de l'école là et tout. Donc, il y a 3 d'entre nous. Je ne vais pas citer les noms parce que peut-être qu'elles regardent ton live. Je ne veux pas qu'elles se sentent visées. Ça te va, non? C'est bon? Donc. Tu ne mentionnes pas les noms, non? Non, je ne mentionne pas les noms. Alliance est de retour. Je ne mentionne pas les noms. Donc, nous sommes 3 jeunes filles d'abord. On se connaissait depuis la 4e. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée cette année, tout récemment, là, en première. Donc, on a fait la 4e ensemble. On a fait la 3e ensemble. On a fait la seconde ensemble. On a une autre BPC ensemble. Et en seconde, on a fait la rencontre d'une fille que je vais nommer Alice, qui est dans le même lycée que nous, mais elle n'était pas dans la même classe que nous. Nous, on était dans les mêmes secondes, mais nous, on était dans une seconde et elle était dans une seconde. Donc, comment ça se passe? Là-go, on se fréquentait vraiment au loin. C'était bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va et tout. Mais une fois, on est passé en terminale et on s'est retrouvés dans la même classe. Les 3 filles que nous sommes là, moi et mes 2 copines, plus Alice en question. Nous sommes arrivés dans la même classe. De base, déjà, la fille, il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas. Je ne sais pas comment, je vais vous expliquer ça. Mais il y avait un truc chez elle que je n'aimais pas. Il y avait un truc, en fait, elle dégageait un truc qui ne me... En fait, elle me faisait tiquer, en fait. Donc, j'avais parlé de ça avec une de mes copines que, la fille là, depuis qu'elle marche avec nous, moi, je veux pas qu'elle marche avec nous. Pourquoi elle marche avec nous? Les autres ont dit non, Emilia ne fait pas ça, c'est de la mauvaise foi, laisse, elle va marcher avec nous, c'est pas un problème, on va apprendre à la connaître, et nous on ne chasse pas les gens et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Quelques semaines après, une semaine après, je fais un rêve sur elle. Je fais un rêve, on était, vous voyez, comme dans les villages là. On était dans un village et je parlais avec mes 2 autres copines, avec qui je me connais depuis la 4e, avec qui on se connaît depuis la 4e. Donc on parlait et j'étais entre là. Et quand j'ai commencé, je ne sais pas comment j'ai fait pour me souvenir du rêve, mais quand j'ai commencé à me souvenir du rêve, j'étais en train de leur dire que, oh les filles, aujourd'hui je vais vous montrer qui est vraiment Alice en question. Elle me disait dans le rêve, non, comment tu peux dire ça, machin, arrête, elle n'a rien et tout. J'ai dit, ok, suivez-moi, on part chez elle. On a marché. Dans le rêve, moi et mes copines, on a marché, on est arrivé chez elle. Quand on est arrivé chez elle, on est rentré dans la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on est rentré directement dans la maison. On rentre dans la maison et une fois dans la maison, j'ai dit aux filles, vous voyez derrière le fauteuil là, non? Tirez le fauteuil et vous fouillez, vous allez sûrement trouver quelque chose. Elles m'ont dit non, on ne fuit pas, on ne veut pas savoir de quoi il s'agit, en tout cas, on veut juste partir. J'ai dit non, on va rester là et on va fouiller. J'ai poussé le fauteuil, j'ai fouillé et quand je fouille le sol, je sais pas, c'était genre les maisons où à l'intérieur, il n'y a pas le ciment. Quand je fouille, genre bien le sol, je trouve à l'intérieur une calebasse avec des tissus noirs, rouges et blancs. Oui, je suis gabonaise. C'est une calebasse avec des tissus noirs, rouges et blancs.
J'ai dit aux filles, vous voyez, non, vous voyez ce que j'ai trouvé. Vous avez bien dit qu'on devait trouver quelque chose. Après, la Alice en question, celle chez qui on allait fuir là, elle est arrivée. Elle nous a demandé que, oh, vous faites quoi là? On a dit non, on a trouvé ça chez toi. Elle a commencé à rire. Elle avait, même la go, même de nature, le rire qu'elle a, c'est genre un rire genre bizarre. Elle a fait son petit rire bizarre qu'elle nous fait d'habitude là. Après, la meuf a disparu. Et mon rêve s'est coupé. Je me suis réveillée et tout, machin, voilà. La go a commencé, après ce rêve-là, la go a commencé à poser des actes. Vraiment, quand je vous parle des actes, c'était des actes du genre, elle prend les gardes des autres. On a commencé à écouter des histoires sur elle, comme quoi elle était dans des choses, des placements, les trucs bizarres un peu là. On a fait asseoir la copine. Quand on a appris ça, on se dit non, toi tu es notre copine. Et nous, on n'aimerait pas que quelqu'un parle mal de toi. On va pas regarder cette personne-là en fait. On va te défendre toujours et toujours. Et si quelque chose ne nous plaît pas chez toi, on va essayer de te changer et pour pas que cette étiquette que tu avais, parce qu'elle avait une sale étiquette avant, je vous jure, une étiquette de fille vraiment aux cuisses légères dans la ville et tout et tout et tout. On a parlé à la go, on a tiré les oreilles à la go, on a appris que tu fais ça, on a banalisé, le point n'est passé. Quelques temps après, elle fait un truc qui a fait en sorte qu'on coupe les ponts avec elle. Elle m'a volé de l'argent. La fille, elle sort avec un blanc, elle a un enfant avec un blanc et le monsieur ne vit même pas au Gabon, le monsieur vit en France. Donc, le monsieur envoie l'argent de temps en temps. Et le monsieur a envoyé l'argent à la fille un samedi. Elle me vole l'argent à moi, sa copine. Elle me vole l'argent un mercredi à notre cours de PS. Non, maman Beauty, je n'ai pas pensé en mal d'elle. Sincèrement, je n'ai pas pensé en mal d'elle. Donc, elle me vole les commentaires, raconte l'histoire s'il te plaît. Elle me vole l'argent. On est en prenant un cours de PS, on fait PS, je suis avec les autres et tout. Mon argent disparaît. Bien avant que l'argent ne disparaisse, on était au cours de PS, juste à côté de notre lycée. On faisait cours normalement et tout et tout et tout. À un moment, elle quitte le stade. Elle vient nous trouver où on était assise un peu plus haut. Quand elle vient nous trouver, moi j'étais de dos parce qu'il y a un endroit où on se met parfois pour attendre un peu simplement. On se met à attendre pour quand les autres terminent de faire PS parce que moi je suis inapte. Donc elle quitte le stade, elle vient nous trouver où nous sommes. Moi je suis de dos à mon sac est derrière, moi je suis devant. Donc quand la go passe, qu'est-ce qu'elle fait? Comme mon sac était côte à côte et que mon sac était ouvert, il y avait les 5000 qui... Elle a pris le billet de 5000. Je constate que le billet de 5000 a disparu. Comment? C'est quand je me rends compte qu'on termine le cours de PS, je vais sortir pour aller acheter à manger. Je me rends compte que l'argent n'est pas dans le sac. Je tique un peu. Je me dis que, mais comment l'argent? J'ai vu l'argent le matin. C'est moi-même qui fais mon sac. Je suis une grande fille. J'ai vu l'argent le matin. Mais comment c'est fait que l'argent a disparu? Quelqu'un m'a pris l'argent dans le sac. J'étais avec une de mes amies. Elle me dit non, ne panique pas d'abord. Rentre à la maison, peut-être qu'en faisant le sac, les 5000 sont tombés, tu vas sûrement retrouver ça à la maison ou dans un des cahiers. Je ne panique pas sur le coup, je rentre à la maison tranquillement. Je fouille le sac, parce que dans mon sac, j'avais la cotisation des élèves de ma classe. On avait fait une cotisation pour un de nos profs, parce qu'on avait fait une bêtise, on voulait s'excuser. Donc, j'avais regroupé un peu l'argent de tout le monde. Arrivé à la maison, je fouille le sac, je ne retrouve que l'argent des élèves qui ont cotisé. L'argent de mes camarades. Je ne retrouve toujours pas les 5000, j'ai fouillé partout. Je fouillais. C'est que dans la maison, c'est comme une fois, j'ai fouillé, même dans les coins où de la maison, parfois, je n'arrive pas trop là. J'ai fouillé là-bas. Il n'y avait pas. J'ai banalisé. Le lendemain, je suis repartie à l'école. Tout ça se passe un mercredi. Le lendemain, je repars à l'école, le jeudi. Il est environ 13h, 14h. J'arrive à l'école à 13h. Je vais acheter à manger à la cantine comme tout le monde. Ensuite, je vais en classe. Il y a un de mes chefs de classe qui m'a remis sa cotisation. En allant, je me suis dit que bon, comme j'ai déjà la totalité de la somme, parce que j'avais déjà une idée de la somme que j'avais, je vais regrouper toutes les pièces que j'ai, compter et savoir quel cadeau on devait offrir à notre prof en question. Quand je pars prendre mon sac, parce que mon sac était seul en classe, que je me lève, je laisse mon sac en classe. Quand je pars prendre le sac, j'ouvre le sac et je remarque que les 5000 qui avaient disparu la veille ont réapparu.
mais les 100 000 froissés. Genre, le billet d'hier est un billet, les nouveaux billets qu'on a au Gabon, le nouveau billet propre là. Mais le billet là a réapparu dans mon sac froissé. J'ai eu peur. Nous sommes des Gabonais, pardon, nous sommes des Africains même. On connaît comment le cœur du noir est méchant, comment le noir est méchant. Quelqu'un va venir prendre ton argent, va aller faire des choses bizarres avec. Moi, ça m'a quand même fait peur. Donc, comment ça se passe? J'ai parlé de ça à mes 2 autres copines pour dire que, l'argent qui a fait disparaître hier dans mon sac là a réapparu. Ça me fait un peu tiquer parce que l'argent réapparaît froissé. Comment l'argent a fait pour réapparaître là alors que j'ai fouillé le sac là de fond en comble, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu dans ce sac là. L'argent a réapparu et la personne qui est venue pour prendre les 5 000 a pris toutes les pièces qui étaient dans mon sac. La personne a laissé que 50 francs. La personne a laissé que 50 francs. J'ai dit que ça quand même, la partie où là, on est venu rendre l'argent là, moi je n'apprécie pas parce que je ne sais pas ce que la personne allait faire avec l'argent là. Je vais chercher quand même. Il y a le grand-père, j'ai une amie qui a son grand-père qui est chef du quartier, qui est un butiste. Donc, on est allé chez le monsieur. J'ai demandé la consultation, on est parti un vendredi, on est parti, le monsieur nous a consultés. Pendant la consultation, avant que le monsieur ne sorte d'abord, avant d'aller chez le monsieur butiste, on allait chez un monsieur qui faisait le vaudou. C'est le beau-père de ma copine. Sa mère s'est mariée avec un béninois qui fait le vaudou. On est allé chez le monsieur. Je vous assure qu'on est arrivé à la terrasse d'IMG. Le monsieur, quand il est sorti de sa pièce, en fait, moi, je suis quelqu'un, je regarde tous ceux qui sont autour de moi. Quand le monsieur est sorti de la salle, il a regardé une fille en particulier. Et c'était la Alice en question, la seule sur qui j'ai fait le rêve. Il a regardé la go là, peut-être pendant près de 5 minutes, il est là de train de regarder la go. Après, il nous a parlé. Non, les filles, vous savez, entre amis, on ne se vole pas. Comme vous voulez déjà, ça prise l'amitié et tout. On a dit, papa, nous on est là, c'est parce que moi je veux juste savoir ce que la personne... Moi je ne voulais même pas savoir qui avait volé, je m'en foutais. Moi je voulais seulement savoir si l'argent là, quelqu'un lui a fait quelque chose avec. Il nous a dit, non, asseyez-vous, je vais vous consulter. On s'est assis, il nous a consulté. Il a cité le nom de la fille en question, que c'est la fille qui avait pris l'argent. La fille, on l'a mis sur le fait accompli, elle a nié. Et je te dis que DMG, elle a nié au point où elle pleurait avec le rhume. Genre, le rhume sort, les larmes coulent, tout est dehors. Tout, la morgue, tout. Elle a dit, c'est pas elle. On a dit que, maman, le monsieur, il a dit que c'est toi. Mais tu avoues, et puis on passe à autre chose. Moi, je veux juste savoir si tu as fait quelque chose de mal avec l'argent. Parce que de base, je t'avais accusé. Et moi, clairement, devant, et je lui ai dit, que, quand l'argent a disparu, moi, je t'ai accusé. Je t'ai accusé et mon intuition ne m'avait pas menti. Mais pourquoi tu m'as dit la vérité? Si tu as fait quelque chose avec l'argent, je veux juste savoir ce que tu as fait avec l'argent parce qu'on connaît comment l'Africain est. Oh non, je n'ai rien fait avec. Moi, je suis partie, j'ai banalisé. Le lendemain, c'est une amie qui vient me dire que, elle allait parler de ça à son grand-père qui est chef du quartier et qui est maître butiste dans un quartier ici. Elle a expliqué la situation. Le grand-père a vu que c'était toujours elle. J'ai dit que Seigneur. Et la fille, tous les jours, quand elle venait à l'école DMG, elle nous emmenait la nourriture. C'est le genre, elle aime vous faire les cadeaux pour vous amadouer. Mais elle nous faisait les sales coups derrière. Et après, elle nous a même parlé que non, si c'est comme ça, on l'accuse. Elle va aller contacter son ganga du Bénin. Je dis que, Alice, toi, on est là, nous, avec nos 2 yeux d'aveugle, d'être humain normal. Toi, tu es les gangas au Bénin. Je ne savais pas que tu avais les Nganga au Bénin. Moi, je ne fréquente même pas les Nganga. Je ne connais même pas les histoires là. Je suis Benga. Je suis une fille Benga. Les histoires de il faut rentrer dans les banjas, moi, je ne connais pas ça. Toi, tu connais les histoires des Nganga du Bénin. Mais on était choqués. L'histoire, elle est même allée jusqu'aux parents. Bon, pas mes parents, mais ça, elle a dit à sa mère que nous, ses copines, on l'a accusée de vol. Quand sa mère m'a convoquée chez elle, j'ai expliqué à sa mère que quand j'ai dit à votre fille de nous accompagner chez le beau-père de ma copine là, c'était pas parce que je voulais qu'on aille la dépouiller. C'est parce que je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent. Moi, elle voulait la voler, c'est pas grave. Mais je voulais savoir ce qu'elle avait fait avec l'argent. Jusqu'aujourd'hui, là, je te parle d'IMG. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec l'argent là.
Et j'ai de l'argent qui disparaît chez moi. J'ai de l'argent qui disparaît chez moi. Ça fait déjà 2 fois ou 3 fois, je remarque qu'il y a de l'argent qui disparaît à la maison. Surtout dans mon sac. Quand je prends de l'argent, je mets dans le sac, ça disparaît. Ça disparaît. J'ai remarqué ça peut-être 2 fois. L'argent, 2000, une fois c'était 2000 qui avait disparu. Après, c'était 1500. Après, une autre fois, c'était même, je ne sais pas combien, c'était peut-être 5000. L'argent disparaît dans le sac. Ça me fait peur. Je ne sais même plus quoi faire. Ça me fait vraiment peur. Voilà. Et ce qui me choque, c'est parce qu'on est assis côte à côte. Donc, je ne sais pas comment faire. Vraiment. Et maintenant, ton argent disparaît jusqu'à maintenant? Pour l'instant, je ne le mets plus dans le sac en question. Je ne le mets plus, je le mets dans ma poche. Je le mets dans la poche de la jupe. Change de sac simplement, alors jette le sac. Oui, je pense que je sais ce que je vais faire. Je pense que je sais ce que je vais faire. Merci beaucoup pour l'histoire. Non, de rien. Mais vraiment, faites attention à vos copines. Voilà. Ceux qui ont des copines là, faites attention à vos copines. Nous, comme ça, là, c'est un loup solitaire. Allô? Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Allô? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci. Ok. Je voulais conter une petite histoire que j'ai vécue il y a de cela 3 ans. Alors, je suis gabonaise, je vis au Gabon. Ma tante, avec qui je vivais, avait été affectée dans une petite ville du Gabon, à, je pense, un truc de 100 et quelques kilomètres de la capitale. D'où je vais aller faire ma terminale là-bas et j'étais nouvelle. Je vais rencontrer quelques filles autochtones de là-bas. On va se mettre à traîner ensemble. Et je me rappelle qu'à l'époque, on vivait une vie vraiment qui n'était pas vraiment, on va dire. Du coup, on était toujours, après les cours, on était toujours dans les bars. On commençait de 11h, on pouvait terminer à 2h, 3h, 6h. Et comme j'avais une tante qui était assez stricte, je me rappelle qu'à chaque fois, elle me disait, quand il est 23h, tu ne cognes plus chez moi. C'était bien normal. Et quand je suis arrivée dans la ville, la première des choses, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit non, quand tu viens ici, les gens ne sont pas comme ailleurs. Donc, si quelqu'un vient, il te donne un présent comme ça, n'accepte pas comme ça. Donc, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit, il faut donner quelque chose en retour. Donc, au final, je ne dois pas avoir une dette envers la personne. Elle m'a dit, si je vais quelque part et que je subis peut-être des trucs étranges, et je devais toujours faire appel à, je ne sais pas trop, c'était mon âge généalogique, leur rappeler que je ne suis pas du coin. En fait, elle m'avait donné beaucoup de consignes, mais en ce moment-là, moi, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. Du coup, je commençais à traîner avec les filles tous les jours. On était dans les bars, on buvait et tout. Et je me rappelle un vendredi, avec mes copines, on va se rendre dans un bar dans les 11h. 11h, je vais décider d'aller me changer. Je vais aller chez moi. Je vais aller me changer. Je vais revenir dans les 15h. C'était notre habitude, quoi. On va commencer à boire et tout. Dans les 23h, je fais signe à ma copine que bon, moi, il faut que je rentre. Il y a une d'entre nous qu'on est à des kilomètres de la ville. Elle va me dire, voilà, vous ne pouvez pas me laisser seule. Si vous me laissez, je fais comment pour rentrer? On est obligé d'arriver jusqu'au matin au bar. Je dis non, je ne peux pas arriver jusqu'au matin au bar. À un moment donné, il faut que je rentre. Il y a l'autre qui me fait comprendre qu'elle essaye de comprendre la situation de l'autre et tout, machin. Bon, on va continuer à consommer et tout. Moi, je ne consommais plus, je les regardais plus parce que j'étais fatiguée et tout. Donc, je ne consommais même plus. Et je me rappelle, dans les 1h, je fais comprendre à ma copine que là, il se fait tard, il faut que je rentre. Ma copine me dit, tu rentres, comment tu vas faire? Tu rentres, ta tante a déjà fermé la porte. Je dis, bon, j'ai écrit à une autre de nos amies qui ne traînait pas avec nous. La nuit, elle traînait juste la journée avec nous. On allait en cours ensemble, on revenait ensemble. J'ai écrit, elle m'a dit, bon, je dors. Si tu veux venir dormir chez moi, tu cognes juste. Je vais t'ouvrir la porte. J'ai dit, d'accord. Alors, quand il sera 2h, je me rappelle, je vais prendre finalement la décision d'aller dormir chez cette amie-là. Et elle restait aussi, bon, elle était, on va dire, un type de 1 à 2 kilomètres de la ville. Donc, en allant vers des villages. Et là, c'était vraiment un coin un peu isolé. Donc, j'ai marché toute seule à 2h. J'ai marché
Je suis arrivée presque dans les 3 heures chez elle, je pense bien. J'ai cogné fort. Et là où elle était seule, on va dire, elle était seule. C'était une maison, mais elle était en colocation, mais il n'y avait pas vraiment d'entourage. Donc j'ai cogné fort. Elle m'a ouvert la porte, je me suis débarbouillée chez elle. Je me suis allongée. Je me rappelle, lorsque je m'allonge, je ne fais même pas 15 minutes, il y a un truc qui me mord le petit doigt. Je me réveille, je ne vois rien. Je dis, mais attends, je ne suis pas réveillée, j'ai mal. Je me recouche, la même chose arrive. Je me réveille, je dis, bon, tiens, je vais dormir et je vais essayer de surprendre la chose au fait. Donc, quand je me rendors, la même chose me mord. Je me réveille subitement, je constate que c'était juste un cafard. Je ne vais même pas le tuer, je vais juste le repousser et le jeter. Donc là, quand je veux me recoucher, me rallonger plutôt, je m'allonge sur le lit. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était... Déjà, je vais expliquer où ma copine vivait. C'était tellement isolé que derrière, il y avait juste une toilette, on va dire comme une toilette indigène. Pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent, c'est un trou avec des plonges. Il y avait juste une toilette indigène derrière chez elle, avec des bois. C'était vraiment encore la forêt et il y avait quelques arbres fruitiers. Voilà, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Mais subitement, 3 heures, j'entendais vraiment beaucoup de... C'était comme lorsqu'on arrive dans un grand marché et qu'il y a plusieurs voix, donc tu saisis pas vraiment les conversations, mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y avait des enfants, il y avait une maman qui criait sur des autres. Il y avait tellement de gens. Je me dis, oh, je suis où là-dedans? Moi, je suis arrivée ici la journée, je ne me rappelle pas avoir déjà vu une maison derrière. Il n'y a qu'une petite cabane qui est une toilette à l'indigène. Voilà, je ne comprends pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, je vais essayer de m'asseoir et réfléchir. Je me dis, non, peut-être, bon, je rêve. Et je n'étais même pas bourrée parce que depuis là, je buvais même plus, je n'étais pas bourrée. Je me rendors. J'essaye de redormir, en fait. C'était la même chose. Il y avait vraiment, même quand j'étais assise, c'était la même chose. Il y avait des gens et tout. Le moment où je comprends qu'en fait, je suis en train de vivre une situation à part, c'est quand j'entends le bruit de l'avion. C'est-à-dire que l'avion était posé. C'était... Je dis, oh, attends, les histoires là, c'est sérieux. J'ai eu peur, j'ai la peur de ma vie. Du coup, je me suis rappelé de tout ce que ma tante me disait. Et du coup, je me suis assise. Donc, ma langue maternelle, j'ai commencé à donner mon âge biologique. J'ai dit, je m'appelle tel, enfant de tel, enfant de tel, enfant de tel, enfant de tel. Je ne suis pas de la ville, je ne suis pas de cet endroit. Je sors de loin, je suis juste venue dormir. Je ne veux pas voir ni entendre. Pardon, permettez-moi de dormir. Le matin, je dégage. J'ai parlé tout ça en langue, j'ai parlé tout ce temps. Ma copine, elle dormait paisiblement comme un bébé. Elle dormait. Et lorsque je vais finir de parler ainsi, je vais quand même faire une prière et prendre le téléphone, lire quelques psaumes et je vais dormir. D'ailleurs, à partir de cet instant, j'ai bien dormi. Les histoires des cafards, je n'entendais même les gens qui essayaient d'ouvrir la fenêtre, il n'y avait plus rien, il n'y avait personne. C'était devenu normal, j'ai dormi. 6 heures, je me suis réveillée très tôt, 6 heures. Je ne savais pas, je voulais dire à ma copine, j'étais un peu partagée. Elle aussi, elle était assez distante et je le ressentais. Du coup, je prends un courage, un cœur me dit non, explique-la. Peut-être qu'elle n'est pas au courant, elle est en danger et tout et tout. Je dis bon voilà, je vais l'appeler Sarah. Elle ne s'appelle pas Sarah, mais je vais l'appeler Sarah. Je dis Sarah, bon, je vais t'expliquer un truc, j'ai vécu et tout. Je vais l'expliquer de long en large. Elle me dit oh, donc l'histoire qu'on raconte là, c'est sérieux. Quand je suis venue ici, il y a même un papa qui m'a dit ma fille, quitte là. Là, c'est l'aéroport, là où tu es là. Tu n'es pas au bon endroit et tout, machin. Tu n'es pas au bon endroit, quitte. Mais je n'ai pas pu aussi parce que bon, moi je dors là, je ne vois rien, donc c'est sérieux. Machin, si déjà toi la première fois tu viens dormir, tu me parles de ça, tu ne connais même pas la ville, c'est que l'histoire est vraie. Beaucoup de gens m'ont dit interpellé là-dessus. Je dis attends, donc tu ne m'as même pas averti que non, l'endroit où moi je devais jamais venir dormir là et tout. Et après elle va me dire que le fait la nuit, moi je t'ai entendu parler en langue, comme je t'avais jamais vu parler la langue, je me suis dit que tu vampais chez moi. Donc du coup j'ai eu peur, voilà pourquoi j'étais distant. Je dis non. En fait, j'étais en train de faire une prière et essayer de m'éloigner de tout ça. Et voilà. Donc, je ne sais pas si on va dire ça comme la morale ou bien ce qu'on doit retenir, c'est juste, je ne sais même pas, faire attention, mais pas les pieds partout. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais dormi chez elle. Je vais là-bas la journée, c'est tout. Même la nuit, là, j'ai trop peur. Donc, ce n'est pas partout où on fout les pieds. Ce n'est pas partout. C'était juste ça, ma petite histoire. Merci. Et
Quand on vous dit que minuit c'est l'heure des sorciers, vous ne comprenez pas. Hein? Aïe aïe aïe. Bonsoir. Oui, DMG. Bon, j'ai deux histoires et tu vas choisir et puis je vais raconter qu'une seule. C'est D'accord. l'histoire du monsieur qui allait rencontrer la sorcellerie dans son infidélité. Et puis la deuxième histoire, c'est la maman qui choisissait les femmes pour son fils. On va Laquelle? prendre la première. La première, d'accord. C'est l'histoire d'un jeune Ivoirien qui vit aux États-Unis. Bon, pas aux États-Unis précisément, mais là-bas, en Amérique. Donc, il avait une femme blanche avec laquelle il avait une petite fille. Mais en bon africain, il avait sa copine qui est de chez nous aussi, qui était sa maîtresse. Mais sa maîtresse là, elle avait un petit garçon dont le père n'a pas reconnu, dont le père ne vivait pas avec, quoi. Donc, il a commencé à fréquenter la dame. Et lui-même, c'était quelqu'un qui s'en sortait très bien. Il avait une grande société, tout ça là, de plus de 60 personnes, tout. Et quand il a raconté sa sœur ivoirienne, ils ont commencé à sortir ensemble, de telle sorte que finalement, la blanche a su, et puis ils se sont séparés et il allait vivre avec la dame, avec la femme ivoirienne comme lui. Mais quand il a commencé à vivre avec la femme, il a commencé à perdre ses clients de sa société jusqu'à de plus de 60 employés. Il s'est retrouvé avec 5 employés. Mais tout ça, il mettait ça sur le compte du racisme. Donc souvent pour lui, c'est les gens qui lui sucraient ses contrats et tout. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Parfois il quittait là-bas, il venait même en Afrique, il allait voir les marabouts. Et sa nouvelle femme aussi l'encourageait beaucoup dans ces pratiques-là. Il prend l'avion, il vient, au lieu de chercher un homme de Dieu, il va parcourir les marabouts dans les petites villes, dans les villages et tout. Mais malgré ça, rien ne marchait pour lui. Et ça, c'est qu'il tombe malade. C'était pareil. Sa femme aussi, à la maison, elle peut travailler et puis, de la nuit comme ça, elle se réveille le matin, il y a au moins $1000 qui ont disparu de son compte. Elle ne sait pas où l'argent est passé. Et c'était tout le temps les histoires. Jusqu'à un moment donné, il en a eu marre. Et il a commencé à chercher sur Internet et puis il est tombé sur un homme de Dieu. Et quand il a appelé, l'homme de Dieu a fait sa prière par téléphone et puis ils lui ont envoyé des éléments, l'huile d'onction, les parfums Saint-Michel, tout et tout. Et quand il a commencé avec les éléments de l'homme de Dieu, il a commencé à avoir des contrats. Mais malgré ça, à la maison, l'ambiance avec sa femme n'était vraiment pas au beau fixe. Maintenant, la femme blanche aussi qu'il a quittée, comme il a une fille avec elle, il se partage la garde de l'enfant. La femme blanche aussi, ça a commencé à se gâter aussi chez elle. Le monsieur se disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout que le fils à sa femme, qui est son fils aussi, son beau-fils, l'enfant avait des comportements qui étaient quand même bizarres. En Europe, ici, où l'école finit, l'enfant doit rentrer à la maison, là. Lui, quand l'école finit, il peut traîner dehors jusqu'à 22 heures. Quand sa maman parle, l'enfant avait 12 ans. Oui, l'enfant avait 12 ans. Mais il était petit. Mais quand sa maman parle, l'enfant se mesure à sa maman. En fait, l'enfant n'avait peur que de lui, du monsieur, que lui seulement. Donc, quand il a commencé à prier avec l'homme de Dieu, les choses ont commencé à aller, mais ça va un peu, ça se casse, ça va un peu, ça se casse. Donc, un jour, il a trouvé un contrat, et dans le contrat, il a dû rappeler certains de ses anciens employés, et il fallait les déposer sur le site. Donc, il était dans sa voiture, et il avait branché le Bluetooth. Du coup, pendant qu'il partait avec ses employés, son téléphone sonne, c'est sa femme, l'Africaine, avec laquelle il vit maintenant, qui est sa femme, bon, en parenthèse. Ils ne sont pas mariés, mais c'est elle, sa femme. Donc, la femme l'appelle. Oui, on vient de me voler encore $1000 sur mon compte. Ça, c'est toi. Et elle commence à l'insulter. Tu sais, nous, les femmes africaines, quand on déconne très bien. Donc, elle commence à l'insulter au téléphone devant ses employés. Le monsieur, le Bluetooth étant branché, tous ceux qui étaient dans la voiture ont entendu. Il avait honte, il ne pouvait pas parler. Tout ce qu'il pouvait dire, mais c'est pas moi. Mais elle était tellement dans une colère, elle a bien insulté. Que ça suffit comme ça. Tu vas pas passer tout ton temps à me voler. Après, tu vas dire que c'est pas toi. Attends. Le monsieur a coupé la communication.
Donc, quand il allait déposer les travailleurs, il y a deux qui ont pris le courage pour lui dire, ah, monsieur, ça là, c'est pas bonne femme, hein. Parce qu'elle ne peut pas savoir dans quel endroit tu es et puis commencer à t'insulter comme ça, même si elle se dit que personne ne peut entendre. En tant que son mari, elle ne peut pas te parler comme ça. Et comme elle travaillait de nuit, quand le monsieur lui a déposé ses travailleurs sur son chantier, quand il est rentré, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, il a pleuré même. Et puis il dit à Jésus, mais je ne peux pas te suivre et puis mes histoires vont continuer encore à se gâter. Ah, il a prié cette nuit-là, il a prié, il s'est oint du sang de Jésus, tout ça, et puis il allait dormir. Le matin, il se réveille, il voit son beau-fils qui est en train de faire son petit déjeuner. Il dit, il ne sait pas où il a eu l'intuition. Et puis il demande au petit, toi là, tu ne serais pas un sorcier par hasard? Et le petit le regarde, le petit lui dit, ah, tu as fini par comprendre. Il dit oui, donc tu as fini par comprendre. Donc toi, tu ne sais même pas que depuis que tu es avec ma maman, là, c'est moi qui t'en ai été détruit. Ma mère, là, c'est ma femme. Tu ne dois pas la toucher. Il dit, il était tellement dépassé, il demande à l'enfant, mais attends, je peux t'enregistrer? L'enfant dit, oui, il faut m'enregistrer. Quand le monsieur a commencé cette relation avec la maman du petit, là, pendant qu'il était encore marié, l'enfant avait 4 ans. Il dit, depuis que tu es rentré dans la vie de ma mère, je te détruis. Donc, tu n'avais pas compris. Si tu ne quittes pas, ma maman, là, moi, je vais te tuer. Le monsieur même dit, il était tellement dépassé. L'enfant, il a avoué ta société. C'est moi qui gagne. Même ton site internet, là, j'ai fait caca dessus. Donc, quand les gens regardent sur ton site internet de ta société, ils ne voient rien de bon. Et le monsieur a enregistré quand la maman est venue, il fait écouter à la femme, elle veut mourir. Elle pleure ici, elle veut frapper l'enfant. Et puis il a dit, tu ne me touches pas. Hein. Il a dit à sa maman, tu ne me touches pas. La seule personne de laquelle j'ai peur dans cette maison, c'est papa, mais toi seulement tu me touches là, tu vas voir. Donc il dit à la femme, mais pourquoi tu vas le frapper? Il dit le sorcier, et ça là, c'est pas frapper qui va l'enlever. Parce qu'en fait, pourquoi la femme avait mal? Souvent quand ils écoutent les aveux de certains enfants sorciers sur internet, elle est là, ah, moi, c'est mon enfant est sorcier là. Il va voir comment un enfant peut faire ça à son papa, comment un enfant peut faire ça à son parent. Alors qu'elle-même, elle était assise avec un gros maplao. Donc, elle a pleuré. Le petit est parti à l'école, il est venu le soir. Et maintenant, son mari lui prend maintenant son téléphone, il appelle le papa Abidjan, l'homme de Dieu, quoi. On lui dit, bon, il faut tout faire pour que la maman vienne avec l'enfant. Et ce que j'oublie, c'est que dans les aveux du petit, il dit au monsieur, sa fille métisse qu'il a eu avec la femme blanche là, il a initié la fille du monsieur. Donc, la fille maintenant, elle, comme elle vit à demeure avec sa maman, mais elle vient que les vacances et les week-ends chez son papa, elle aussi, elle est en train de détruire la vie de sa maman, la femme blanche, jusqu'à lui a donné même une maladie. Et dans sa classe, elle a initié quelques amis. Et le petit, lui, dans sa classe, il a initié 20 élèves dans son école. 20 élèves dans son école. Et il dit à son papa que sa maman là, c'est sa femme. Donc le papa ne doit pas la toucher. Et effectivement, la maman, quand elle dort, elle a des relations sexuelles dans la nuit. Elle n'avait jamais pensé que ça pouvait être son fils. Donc qu'est-ce qu'elle fait maintenant? La nuit, avant de dormir, elle prend du papier toilette, elle oint ça d'huile, et puis elle met ça dans son intérieur. Mais donc, quand elle a fait ça une nuit, le petit est venu tenter de venir coucher. Le feu l'a projeté. Le lendemain matin, sa maman lui demande, tu as essayé? Il dit, mais j'ai essayé, tu es ma femme, il faut que j'essaye. Donc finalement, avec tout ça, le papa décide de prendre 2 billets d'avion et dire à la maman, va à Abidjan avec le petit. La femme vient à Abidjan avec le petit. Et puis elle retourne. Elle n'est pas allée voir l'homme de Dieu. Donc quand elle arrive, elle explique à son mari que non, sa famille n'a pas voulu qu'elle envoie le petit chez l'homme de Dieu. Par contre, elle a envoyé l'enfant chez des marabouts. Et le monsieur s'est fâché, il appelle sa belle famille. La belle famille dit non, hein, que ce n'a pas été comme ça. C'est la femme même qui n'a pas voulu emmener l'enfant chez l'homme de Dieu. Mais quand l'enfant arrive à Abidjan,
Lui qui n'est jamais venu à Abidjan, c'était sa première fois. Il connaissait, j'ai encore parlé du chat, il connaissait le nom du chat de la maison de sa maman. Un chat dont il ne savait même pas l'existence. Ça veut dire que l'enfant communiquait avec le chat, c'est-à-dire qu'il était même là où il était aux États-Unis, il communiquait avec le chat qui est à Abidjan, dans sa famille à Abidjan. Donc, c'est comme ça, quand il est retourné à sa maman, sans être passé par l'homme de Dieu pour faire sa délivrance, il a continué à attaquer son papa et tout. Donc, le monsieur, il a dit, bon, je ne peux pas être avec toi, ton fils va me détruire, je paye le billet. J'ai dit, bon, allez-y, fais la délivrance de l'enfant à Abidjan. Tu vas, tu tournes avec l'enfant et puis tu reviens sans le faire délivrer et tu viens me raconter des mensonges. Donc, qu'est-ce que le monsieur, il fait? Il prend l'avion, lui, il prend sa fille métisse et il l'amène à Abidjan. Et pendant que lui, il est à Abidjan, la femme qui est ivoirienne comme lui, là, elle prend même pas la peine d'appeler son mari pour demander comment ça se passe. C'est la femme blanche qui appelle pour dire, ah, l'homme de Dieu dit quoi? Pour que ma fille soit délivrée. Maintenant, la petite fille métisse aussi, quand elle est arrivée, on lui dit pourquoi elle n'a pas avoué à son père qu'elle était dans la sorcellerie. Elle dit non, parce qu'elle a aimé pratiquer la sorcellerie. C'est ça le danger avec les enfants. Qu'elle a vraiment aimé, parce que les pouvoirs que la sorcellerie lui donnait, elle a vraiment aimé. Mais maintenant, elle se rend compte que c'est pas bon parce qu'ils ont donné le cancer à son père a failli mourir et tout. Donc maintenant, elle accepte de faire sa délivrance. Donc c'est là ils ont fait la délivrance de la fille. L'homme de Dieu demande au monsieur, mais ta femme avec laquelle tu vis, qui n'a pas fait le nécessaire pour que son enfant soit délivré là, tu dois te rendre compte finalement que dans ta vie, c'est la femme blanche là qui est ta véritable femme, c'est celle-là que Dieu t'a donnée. Donc il va falloir à un moment donné prendre une décision. Il a dit, que lui, de la manière, il a perdu 10 années de sa vie, où il a tout perdu financièrement et tout, il va venir, quand il va retourner chez lui à la maison, il va devoir dire à la dame, soit elle accepte de faire revenir l'enfant à Abidjan pour qu'on fasse sa délivrance, soit elle dégage. Donc finalement, la femme et lui se sont séparés. Mais maintenant quand ils se sont séparés, là où la dame elle a eu la nouvelle maison, c'est tellement loin de l'école de son beau-fils là, il a dit bon, comme l'enfant va à l'école, il va rester ici en semaine, et puis le week-end il va rentrer chez sa maman. C'est là l'enfant là même l'a bien détruit encore. Qu'est-ce que l'enfant fait? Quand il prend l'huile d'onction comme ça pour bénir la maison, la nuit l'enfant se réveille. Il prend un chiffon. Et puis il nettoie toutes les parties qui ont été ointes d'huile là, l'huile bénite là. L'enfant prend le chiffon, il nettoie toutes les parties. Et puis il fait rentrer son groupe de sorcellerie. C'est quand le monsieur lui demande, il ne nie pas, il dit oui, parce que lui c'est son travail, il faut qu'il détruise le monsieur. Donc finalement le monsieur a dit bon, je voulais, parce qu'après tout c'est moi qui t'ai levé, tu ne connais pas ton papa, je voulais t'aider, tu ne veux pas. Finalement, retourne chez ta maman, même si tu dois faire 2 heures de trajet pour aller à l'école, tu feras les 2 heures de trajet. Donc quand le monsieur lui-même il est venu témoigner, il dit, il appelle les hommes qui aiment courir un peu partout. De savoir que c'est pas partout où on va, c'est pas chez toutes les femmes il faut aller. C'est vrai, cette femme-là, pourquoi elle n'a pas voulu que son enfant aille à la délivrance? Parce que elle-même là, elle a eu le monsieur sûrement par des pratiques mystiques, c'est-à-dire elle a dû le marabouter pour l'arracher à sa femme, la femme blanche. Donc pour elle, si l'enfant passe à la délivrance ou bien qu'il va voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va découvrir qu'elle a des pratiques mystiques. Tu vois un peu? Souvent, j'ai la discussion avec les gens. Je dis, l'homme, en général, on dit, bon, les hommes, c'est infidèle. Un homme qui est infidèle, là, quand il va dehors, il ne va pas dehors dans l'intention d'aimer une autre femme dehors par rapport à sa femme. Mais quand il va dehors, il peut tomber sur une femme qui a des pratiques mystiques, qui peut détruire son foyer, qui peut même détruire sa famille. Donc, quand les femmes parlent par rapport à la fidélité, c'est pas parce que c'est la jalousie forcément, mais c'est parce qu'elles veulent même protéger déjà l'homme lui-même et protéger aussi leur famille. Il faudrait que les hommes fassent attention. C'est vrai aussi, les femmes, c'est pareil, hein. Mais il faudrait que les hommes fassent attention que c'est pas dans toutes les familles ou bien dans toutes les femmes on rentre au risque de se faire mal soi-même et d'anéantir tous ses acquis. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Sans prix. Dans les commentaires. Le groupe de DMB TV ici, là, vraiment, on a vraiment une meilleure team. Hein. C'est pas n'importe qui entre ici là. Avec 300 partages, avec beaucoup de cadeaux. C'est
C'est énorme. On se prend comme d'habitude à 12h00 sur YouTube pour 10 histoires mystiques. La deuxième chaîne YouTube, c'est DMG TV, Histoire mystique exclusive. J'espère que vous êtes aussi abonnés là-bas. C'est du lourd. On se reprend mercredi à 20h00 et vendredi pour un autre direct. Merci. Passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir. Merci à ceux qui envoient les cadeaux GLK.